Bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mercredi diaspora. Tous les mercredis, nous avons un point d'honneur pour penser à ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté pour multiples raisons. Mais ce matin, nous aurons une problématique importante. On pensera à ces Camerounais qui absolument veulent partir du pays et on aura tout simplement ce corps de métier, l'enseignement. Pourquoi les enseignants au Cameroun veulent absolument quitter le pays? Quelles peuvent être les causes? Quelles sont les manifestations? Et probablement quelles sont les conséquences d'un tel état de choses dans notre pays, le Cameroun? Ils sont chaque année, depuis pratiquement une dizaine d'années, des milliers d'enseignants du Cameroun qui partent et qu'ils veulent absolument partir. Tout à l'heure, on aura la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, la température qui prévaut au niveau de nos kiosques. Votre dénonciation est restée intacte, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous êtes connecté sur Info TV, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Cyril Chamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les copanélistes et puis à tous les nombreux téléspectateurs de Espace Miné. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je profite ici pour saluer un de mes amis, membre du Pont de Convergence, Bama Lagis, qui est un Burkinabé, mais qui suit tellement l'actualité camerounaise que je me pose des questions. Donc je lui envoie ce salut depuis le Burkina Faso. Et surtout, je lui promets que je passerai les voir lorsque je ferai la dédicace de mon ouvrage sur le panafricanisme. Ils sont au Burkina Faso. Il s'agit du pays des hommes intègres. Tout à fait, évidemment, c'est le pays des hommes intègres et c'est surtout le pays qui, en ce moment, en Afrique, vit une certaine révolution profonde sur sa vision et son développement parce que le jeune président Ibrahim Traoré fait des merveilles. On dit que le Burkina Faso a déjà réduit par concernant sa dette extérieure et surtout le Burkina Faso a engagé des grands travaux d'infrastructures qui feraient mourir de jalousie les Camerounais qui, pour faire 250 km équivalent à la route, encore que Ouagadougou, Bobo de Lasso, c'est plus long, le Burkina se donne 3 ans, le Cameroun peine depuis 30 ans à faire la route de la Yaoundé. Et pour des montants plus importants. C'est ça aussi le Cameroun. Hein? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et nous n'avons de leçons à recevoir de personne. C'est le continent. Ils ne nous ont pas de leçons, ils ont juste bien fait leur travail dans leur pays. Et nous, les Camerounais, nous regardons seulement cela et on se questionne sur ce qui est fait de l'argent que nous mettons à disposition, que les Camerounais contribuent à travers l'impôt pour le développement de ce pays. Et on se questionne parce qu'on ne serait en droit d'attendre quand même des meilleures prestations et des meilleures infrastructures pour ces populations qui sont plutôt résilientes et qui aiment véritablement leur pays. À chaque fois que j'ai écouté le jeune président, le nouveau président burkinabé, Traoré, j'ai toujours eu des larmes aux yeux. Hein. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce grand homme. C'est la preuve de ce que on n'a pas besoin d'avoir toute sa chevelure blanche pour être sage. On peut être sage même à 30 ans. Le cas du Burkina est justement illustratif. J'ai vu comment ce monsieur parlait à Poutine lors d'un sommet il y a pratiquement 3 ans. Il parlait à Poutine en le regardant dans les yeux. Parfois ici, il avait une sérénité qui dégageait une telle énergie déconcertante. Mais parfois ici, c'est le reflet de cette Afrique jeune, ambitieuse et compétente. Vous savez, on parle de la diaspora, mais ces jeunes-là, militaires ou bien intellectuels, font des études dans les universités dans le monde. Tout à fait. Ils se comparent, ils se côtoient avec les autres, les Russes, les Français, les Américains. Et pourquoi avoir un complexe? Ils n'ont aucun complexe à exprimer ce dont ils ont, de défendre leur continent. Tout à fait. Et malheureusement, nous sommes encore pour le Cameroun dirigés par une génération qui a été moulée d'une autre manière. Et cette génération-là a du mal des
fois à comprendre que le monde a évolué et que les États aujourd'hui sont d'abord et avant tout des intérêts nationaux et les intérêts de leur population avant d'être au service des systèmes internationaux qui nous ont trop longtemps siphonnés. Et vous savez ce qui en est de nos ressources et nos matières premières. Donc je pense que ce type de leaders doivent continuer à émerger en Afrique avec une vision claire pour que nous puissions aspirer à ce que l'homme noir doit pouvoir apporter à ce monde, c'est-à-dire la solidité et la prospérité. Au moment où nous saluons avec beaucoup de révérence le peuple burkinabé, nous avons une pensée très élevée pour celui-là qui s'appelait Thomas Sankara. En face de Cyril Tchamba, nous accueillons une dame. C'est une Camerounaise. Elle nous vient de la diaspora. Claude Ngekam, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonjour à tout le monde. Bonjour au Cameroun. Bonjour à la Suisse. J'ai l'impression que vous avez un peu peur. Hein? Votre voix est tremblante. Non, j'ai pas peur du tout. C'est comme ça que vous êtes. Ouais, j'ai pas du tout peur. Vous êtes très douce. Non, j'ai pas peur du tout. Vous n'avez pas peur, ça me rassure. Hein. Je n'aime pas quand les gens ont peur à côté de moi. J'ai pas peur de... Il n'y a pas de loup, hein, même s'il y avait des loups. Je dois dire que vous vivez du côté de la Suisse. Oui. Alors, vous êtes promotrice de l'orphelinat Joie de vivre de Banfelouk. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est une très belle structure. Ça fait 15 ans qu'elle existe. Et après plus de 25 ans passés en Suisse, j'ai choisi de venir donner un peu de joie, comme ça l'indique le nom de la structure, n'est-ce pas, aux enfants démunis et orphelins. Et donc c'était ma part de contribution pour mon pays et pour mon Seigneur. Vous avez donné la joie de vivre aux enfants du Cameroun? À ces enfants de l'orphelinat Joie de vivre. Cet orphelinat au Cameroun? Oui, il est au Cameroun, à Banfelouk. Vous venez de le dire. Pourquoi avoir choisi les orphelinats? Vous étiez resté trop tôt orpheline? Non, du tout. Non, du tout. J'ai eu mes parents, mes deux parents, jusqu'à... Mon papa est décédé, je crois que je devais avoir 28 ans. Et ma maman, ma maman est décédée en 2000. Bref, vous étiez des adultes. Voilà. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Et d'où est-ce que vous tirez vos ressources? Parce que je présume que pour s'occuper de tout un orphelinat, vous devez avoir beaucoup d'argent. Disons, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Comme a dit monseigneur Abraham Comé lorsqu'il a inauguré, parce que c'est lui qui a dit la messe de l'inauguration de cet orphelinat. Je me souviens, il a dit, je cite, il y a des gens qui ont des milliards, on l'a invité, des gens qui avaient des milliards l'ont invité. Et que peut-être que je n'en ai pas, je lui ai dit effectivement je n'en ai pas, monseigneur. Donc je ne sais pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a... Mais vous avez quand même un peu. Effectivement, sinon les enfants ne mangeraient pas, ou ils n'iront pas à l'école. Il faut qu'on soit réaliste. Voilà, tout à fait. Je ne devais plus être d'accord. Ouais, non, en fait, je suis en Suisse depuis 37 ans. Mon mari est imprimeur. C'est un blanc. Suisse. Est suisse et moi-même il regarde la télé. Il va regarder l'émission. Vous pouvez lui faire un coucou. Hein? Oui, bien sûr. Vous l'aimez bien? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est notre beau frère. Après 42 ans de vie commune. 42 ans? Ouais. Ça, c'est formidable. Donc, je l'aime beaucoup. Vous l'aimez beaucoup? C'est quelqu'un Et il vous le rend? C'est quelqu'un de chouette, oui. C'est quelqu'un de chouette. C'est pour ça qu'il a accepté aussi de faire cette œuvre avec moi, parce qu'en réalité, nous n'avons pas de subvention, ni en Suisse, ni au Cameroun. Donc on fait avec nos propres moyens et avec des amis qui nous accompagnent.
Merci, Claude, d'être là ce matin, camerounaise vivant du côté de la Suisse depuis pratiquement une quarantaine d'années. À côté de Claude, on va accueillir un confrère. Il est journaliste. Il s'appelle Arnaud Victor Eyada. Arnaud, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour également aux millions de téléspectateurs de Info Télévision. Je dois dire que pour la petite histoire, je m'en voudrais si je ne le relevais pas. Arnaud Victor Eyada est l'homme de la première heure dans le cadre justement de cette production télévisée, dans le cadre de cette émission Espace Miné. Et lorsque nous lancions cette aventure, Arnaud Victor Eyada était là. Donc Espace Miné, c'est son bébé également, et nous avons cheminé pendant près de 2 ans, pendant plus d'un an quand même, on a cheminé, il était invité permanent dans le cadre de ce programme. Alors, 2 ans plus tard, que vous n'êtes plus sur Espace Miné, Arnaud, quel est le regard que vous jetez sur cette émission? Oui, je vais commencer par remercier tous qui mettent les petits plats dans les grands pour que le projet reste. Tout à fait. Parce que ça n'a pas été évident. Non. C'était un challenge à relever avec beaucoup d'objectifs que nous nous sommes fixés au départ. Et puis, chemin faisant, je me rends compte que les objectifs ne sont pas peut-être totalement atteints, mais il y en a qui mettent justement les petits plats dans les grands pour que tout se passe bien. Je vais saluer Jérémy, notre ami. Jérémy Minking, qui a fait un travail formidable dans l'ombre. Il est un peu comme les opérateurs de prise de vue. Tout à fait. Qu'on ne voit jamais. On ne peut pas les citer ici aujourd'hui. Donc, mon regard reste assez positif chaque fois que je vois les merveilles d'Espace Miné sur la place publique nationale et internationale. Chaque fois, je suis très fier de moi. Je me dis, Dieu merci, en mourant, j'aurai ce sentiment de devoir accomplir quelque part parce que j'aurais été parmi... j'ai eu la grâce, cette grâce-là que vous m'avez offert, il faut le dire ainsi, parce que lorsque vous arrivez à Info TV à cette époque-là comme directeur général, vous voulez justement, vous aviez déjà le projet dans l'esprit, il fallait vous entourer des gens qui pouvaient accompagner le projet. Vous avez sollicité ma modeste personne. Et il me souvient dans les couloirs, vous m'avez dit, je ne suis pas surpris, parce que en réalité, moi je vous suis depuis, et je sais que vous avez quelque chose que vous pouvez apporter à l'émission. Moi je vais saluer ici Blaireau Niemek, qui a été consultant ici, qui également a été un acteur dans l'évolution de cette émission. Beaucoup de choses se disent sur la toile, beaucoup de choses se disent. Parfois, je suis amusé, mais c'est aussi bien parce que la toile est là pour que les chômeurs comme nous s'expriment. Donc, je comprends bien ce qui se passe sur la toile. Beaucoup de choses se disent, mais il faudrait que les gens sachent que au départ, ça n'a pas été facile. Même pour avoir des invités, ce n'était pas évident. Il me souvient que parfois, on faisait l'émission ici à 2 ou à 3, mais on a tenu. Et aujourd'hui, moi, je vais profiter de la scène pour vous dire de rester l'homme que vous êtes. Parce que beaucoup de gens disent des choses, mais ils ne peuvent pas savoir. Moi qui a cette possibilité de vous côtoyer au quotidien, je peux comprendre que vous êtes un fabricateur et un façonneur de talent. Merci. Parce que j'ai passé beaucoup d'années à Info TV. Je remercie déjà le président directeur général qui m'a fait confiance parce que je présentais les émissions ici. Tout à fait. On mettait journaliste en bas alors qu'en réalité je n'étais qu'un journaleux. Mais lui, il avait fait confiance, il avait eu cette vision et tout le temps il me disait ne suis pas ce que les gens disent, mets-toi seulement au travail, un jour tu seras un grand journaliste. Je ne le suis pas encore, je me bats quand même à être déjà journaliste. Je quitte déjà quand même de l'étape du journaleux au petit journaliste. Donc vous fabriquez des talents, vous donnez de la visibilité aux gens. Je suis un témoin. Parce que j'ai fait beaucoup d'années ici à Info TV où je présentais des émissions, j'étais consultant dans d'autres. Mais le peu de temps que j'ai passé avec vous m'a donné un capital que je crois j'utilise aujourd'hui à des bonnes fins. Mais ce n'est pas toujours facile parce que les gens vont toujours dire des choses. Et ce sont ces choses-là qui nous permettent d'avancer. Il faut laisser parler les gens. Merci à Arnaud Victor et Anna. C'est avec beaucoup d'émotion que nous l'avons encore sur ce plateau. Et c'est lui qui avait la toute première rubrique, la dénonciation. Et il le faisait avec maestria. Maintenant, on va donc accueillir celui qui a pris cette rubrique. Parce que la rubrique ne devait pas mourir. C'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin.
Et un plaisir d'autant plus grand que je retrouve Arnaud Victor Yada, avec qui notamment aussi nous avons fait du chemin. Je votre frère de misère. Hein. Voilà, lorsqu'il présentait le Vous grand avez soir. battu le pitié, Oui, monsieur Yaoundé. le grand soir, c'est pas une dénonciation perfecte. Mais parfait, On finissait tu es parfois. bien rassuré, toi. On finissait parfois l'émission le grand soir, on rentrait à pied, et on était obligé de passer derrière un camarade de classe m'a dit un jour, moi celui-ci, il finit de bavarder à la télé, marche à pied, regardez comment il transporte. Ce jour-là, c'est vraiment à l'heure double, merci. Ça n'a pas été facile. J'avais mis un titre dans mon journal. Nous sortons de loin. Donc nous saluons nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je salue mes co-discutants déjà installés. On voit déjà l'humeur est plutôt bonifiée. On va passer un bon moment de télé et tout. Je salue de même le top management et puis nos artificiers de l'ombre. Merci à Alain Donc, notre invité permanent. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianébia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau tous les jours lorsqu'il est 10h pour diminuer l'espace. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charbons et fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, on ne salue pas les téléspectatrices. Non, je ne salue pas les téléspectatrices aujourd'hui. Le mois de mars approche. Merci. Donc à partir du 1er mars, on recommence à saluer les téléspectateurs. J'espère au moins que tu as acheté le 8 mars. Oui, à ma grand-mère. À celle-là. À ta grand-mère? Oui, à ma grand-mère. Tu es sérieux? Oui, à ma grand-mère. Il ne faudrait pas que vous tombiez sous embargo. Hein? Parce que les femmes ont leur manière de poser leur embargo. C'est là où ça fait mal. C'est ça. Elles ne prennent pas la machette. Hein? Non, pas mais du tout. Vraiment. Elles ne parlent même pas fort. Elle ne parle pas. Mais tu souffres. Oui, tu subis. Dans ton âme. Tu deviens nerveux. Surtout à partir de 4h30. Hein? C'est ça. Elle te dit non, il n'y a rien. Il te dit il faut dormir. Toi, après, toi, tu sors. Tu vas au boulot. De toutes les façons, lorsque TVB nous retrouve sur ce plateau, cela signifie qu'on doit déjà faire un tour en kiosque. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous aurons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du titre hebdomadaire La Météo. La Météo qui parle donc de la CM14, 14e conférence ministérielle de l'OMC. ADC prête pour l'accueil des milliers de délégués. Cette information est traitée en page 3. La réunion d'évaluation que présidait ce 23 février à Yaoundé. Le directeur général des aéroports du Cameroun, Thomas Ouna Assoumou, avait pour objectif de faire un sans faute dans le traitement protocolaire des délégations, la gestion des bagages et l'acheminement vers des navettes officielles. Cette information est à lire ce matin en page 3 du tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Dans son numéro 1971 de ce mercredi 25 février 2026, Info Matin s'intéresse au décès d'Anissé et Kane, mort naturelle. Le communiqué rendu public ce 23 février par le ministère de la Défense renseigne que le rapport de l'autopsie médico-légale souligne également une absence totale de lésions traumatiques et l'existence de graves pathologies ayant emporté un patient présentant de lourds antécédents médicaux. La nouvelle expression parle du décès d'Anissé et Kane en une mort naturelle. Selon Yaoundé, le ministère de la Défense vient de rendre public le résultat de l'enquête sur le décès de l'homme politique en détention à Yaoundé. Anissé
Anissé Kane est décédé d'une mort naturelle, selon un communiqué du chef de la division de la communication du ministère de la Défense publié ce 24 février 2026. Autopsie d'Anissé Kane, la vérité étouffée, pointe en une le messager de feu Pius Njawé. Alors que le rapport médico-légal conclut à une mort naturelle, les avocats, la famille et plusieurs acteurs publics dénoncent une procédure jugée unilatérale et réclament toute la lumière sur les circonstances du décès. L'Mutation parle également de cette information en page 7. Anissé Kane est mort naturelle, circulé, s'exclame ce journal qui présente ici le communiqué du ministère de la Défense. Corps enseignant, la saignée sans fin. Le communiqué du ministre des Enseignements secondaires appelant 3442 personnels à clarifier leur situation après collecte des données auprès des aéroports du Cameroun et du MINFI est la preuve que l'hémorragie ne s'arrête plus. Revue des causes, complicité et conséquences préoccupantes du phénomène sur le système éducatif, à lire ce matin en page 9. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, ce journal que gère Marie-Claire Nana, s'intéresse ce matin au décès d'Anissé Kane en sommet de une mort naturelle. Un communiqué du ministère de la Défense rendu public hier indique que c'est la conclusion à laquelle a abouti l'enquête ouverte à la suite de la disparition de l'homme politique le 1er décembre 2025. Il avait été interpellé après les violences survenues à Douala lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. D'après ce que nous dit Cameroun Tribune, en page 5, lutte contre le blanchiment des capitaux, on y travaille. Le sujet était au centre d'une audience accordée hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goutier à une délégation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Retour sur cette rencontre, c'est avec Cameroun Tribune en page 2. Le Jour qui est en kiosque parle de pénurie. Où est passé le sel de cuisine? Ce journal s'interroge et livre le résultat de son enquête ce matin en page 6. Franklin Nyamsi s'est exprimé au journal Le Jour et dit que le régime Macron me reproche la critique du néocolonialisme français. Le philosophe réagit à la décision des autorités françaises de geler ses avoirs pendant 6 mois. L'œil du Sahel présente ici cette information triste. Zouga Mohamedou Garoua, une mémoire politique du Grand Nord s'éteint. Information à retrouver en page 3 de ce journal. Et puis nous refermons cette revue de presse avec l'économie de Thierry Ekouti qui nous amène du côté du parc national de Campoman. Le braconnage continue de faire des ravages. De nombreuses espèces protégées sont abattues et commercialisées malgré les barrières administratives et juridiques. D'après le reportage qui est présenté de la page 4 à la page 5 du journal L'économie. Route Bingambo, Grand Zambie, la construction attribuée à 2 entreprises chinoises. L'information est à lire en page 6 du journal L'économie de Thierry Ekouti, journal avec lequel nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention. Infiniment merci et nous vous invitons à prendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Si ce matin vous avez de grosses coupures comme Arnaud Victor Yada, n'hésitez surtout pas de laisser la petite monnaie aux vendeurs. Merci une fois encore, merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci, merci TVB pour cette brillante revue. Je vous en prie. J'ai un petit souci subitement à la gorge. Ah ouais, ça ira. Il faut prendre un peu d'eau pendant la transition. On sait que... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mangé un peu de poisson là. Ah ouais. Avec beaucoup d'huile. Ah, beaucoup d'huile. Oh là là. Il fallait prendre un peu Parce de que rouge. ça va aller. Ça va? Ça va aller. Ok. TVB, merci pour cette brillante revue de la presse. Merci beaucoup. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur, le temps pour moi d'aller manger un morceau de poisson qui a un peu d'huile. Vous le méritez bien. Merci. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Arnaud, Victor, Claude, Alain Douc et Cyril, la presse nationale semble divisée ce matin au sujet des résultats de l'enquête sur la mort de Anissé Kane, qui était un homme et activiste politique au Cameroun. Arnaud, Victor et Yada, nous disions sur ce plateau, on faisait comprendre que c'est vrai que le corps de Anissé Kane avait déjà été remis à sa famille il y a pratiquement 2 jours, mais je disais hier qu'il y a encore cette affaire, les résultats d'enquête n'étaient pas encore donnés, et même
même les résultats de l'autopsie. Quelques heures plus tard, après notre émission d'hier, on a donc eu ce communiqué signé du chef de la division de la communication du ministère de la Défense, le colonel Atonfak, qui nous renseigne que messieurs Anissé et Kané, au regard des résultats de l'autopsie menée par des personnes assermentées, au regard donc de ces résultats-là, monsieur Anissé Kané est mort, permettez la tautologie, de mort naturelle. Mort naturelle pour Anissé Kané. Et quand vous regardez dans la presse de ce matin, une presse qui relaie simplement cette information, et une autre qui pense que la vérité a été étouffée. Et je pense au messager. Quel est le regard de Arnaud Victor Eyada? Moi, je pense que la presse, dans un premier temps, est dans son rôle. Parce que c'est aussi ça le quatrième pouvoir. On ne peut pas avoir une presse qui converge. On ne peut pas avoir une presse qui dit tout le temps la même chose. Ou alors ce que les gens voudraient entendre. La presse est fonction de sa ligne éditoriale. La presse est fonction peut-être même de son appartenance politique. Il y a des presses qui sont pro-X et des presses qui sont pro-Y. Alors, il faut déjà dire que je m'incline devant, n'est-ce pas, la mémoire de ce grand homme qui est Anissé Kané. Plus besoin de revenir sur son parcours assez élogieux et éloquent dans le domaine de la politique. Je pense que je suis même la bouche la moins indiquée pour parler de lui, puisque je n'aurai certainement pas assez d'éléments. Mais je pense que, pour ma part, Anissé est mort au mauvais moment et peut-être au mauvais endroit. Tout à fait. S'il n'y avait pas eu élection et qu'Anissé était parti, je pense que la presse n'allait pas avoir le regard peut-être divisé qu'il a aujourd'hui. Mais moi, en tant que républicain, ça peut peut-être choquer, mais je suis obligé de m'aligner du côté de la presse qui relaie simplement les informations du gouvernement selon lesquelles, d'après l'autopsie, il serait mort d'une mort. Il ne serait pas, il est mort d'une mort naturelle. Pour que je m'inscrive en faux dans cette logique, il faudrait peut-être que je me mue en médecin légiste et que j'apporte une contre-expertise. Il me semble jusqu'ici que je n'ai ni les capacités pour le faire, ni les facilités pour le faire. Je suis donc obligé tout de suite d'accepter ce que le gouvernement a dit parce que je pense qu'il y a quand même eu un travail de fourmi. Ça a mis du temps, on était même pressé, il faut remettre le corps, il faut. Le gouvernement a dit que c'est le cas. Moi, je pense également que c'est le cas. C'est pas le même avis sur le sujet. Merci Arnaud Victor. Cyril Tchamba. À un moment donné, on a l'impression qu'on ne sait plus ce que certains veulent. Vous et moi, nous passions le temps à dire qu'il n'y a jamais eu des résultats d'enquête dans ce pays. On citait des exemples à l'appel. Alors, pour ces fois où le gouvernement met déjà sur la place publique les résultats d'enquête, maintenant les résultats d'autopsie, pour le cas de M. Anissé Kané, où on nous fait comprendre qu'il est décédé de mort naturelle. Ils sont encore nombreux qui se lèvent pour dire non, c'est faux, c'est pas la vérité, on a étouffé la vérité, dites la vérité, dites la vérité. Alors, est-ce que chacun a donc sa vérité sur certains faits au niveau de notre République? Vous avez dit deux choses. Vous avez dit que vous avez parlé de l'enquête. Oui. Vous avez parlé de l'autopsie. Tout à fait. L'autopsie n'est qu'une étape dans l'enquête. Parce que l'enquête, c'est globalement sur la mort de Kané Anissé, c'est pas sur l'objet de son décès. C'est un élément qui va permettre de donner un éclairage à l'enquête. Mais il faut dire une chose, c'est que... Non, il faut qu'on soit clair, parce que vous voulez nous embrouiller. Ce qui faisait problème sur la mort d'Anissé Kané, c'est qu'on disait qu'il n'est pas mort de manière naturelle. On disait qu'on l'a tué. Vous savez que nos journaux, nous l'avons titré ainsi, non? C'est ce que je dis. Voilà, alors, maintenant, on a donc dit, c'est-à-dire qu'il y a eu une autopsie, parce qu'il était question de savoir de quoi est mort M. Anissé Kané. Maintenant, on nous fait comprendre qu'il est décédé de mort naturelle. Parce que vous semblez dire que non, ce n'est qu'une première étape. Il y a encore d'autres choses qui manquent. La famille ou les ayants droit de Kané Anissé ont le droit de contester les résultats de l'autopsie qui a été menée et de demander une contre-expertise.
C'est pour ça que je dis que la vérité n'a pas encore été totalement dite. Et cette famille et ses ayants droit ont la capacité même de porter l'affaire devant les tribunaux. Je pense que ça ne va pas traîner parce qu'effectivement, il faille aller plus loin. Et là, le questionnement, je veux bien valider ce qui a été dit parce que je pense quand même que ceux qui ont fait cette autopsie sont de bonne foi. Ce sont des médecins légistes, logiquement. Mais j'aimerais quand même dire que c'est curieux, ça nous semble très curieux d'arguer qu'il est décédé de mort naturelle. Alors que nous savons que Ekane Anissé, ce n'est un secret pour personne, souffrait de plusieurs pathologies graves, dont des troubles respiratoires. Donc on aurait pu nous indiquer qu'il est mort de maladies dont il souffrait. Non, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Il y a le secret professionnel. On n'est pas obligé de le dire comme ça. Attention. Attendez, si je meurs de sida, on ne va pas dire à la face du monde qu'Aïs est mort de sida. Mort naturel veut dire qu'aucune cause autre que la fin de votre physiologie. Lorsqu'ici on a dit mort naturelle, c'était mal de faire comprendre qu'on ne l'a pas tué. Et puis je pense que si on a le rapport du médecin légiste, on peut avoir peut-être ces détails. Mais justement, le problème c'est que quand c'est une personne... Au niveau même du rapport, il a même dit quelque part qu'il souffrait de graves pathologies. Il est une personnalité publique. Le problème a été posé dans l'opinion publique et interpelle les Camerounais dans l'ensemble, au moins sur les questions de maîtriser ce qui s'est passé. Il faut dire qu'il souffrait d'un certain nombre de pathologies dont on savait, parce qu'il avait même demandé de l'aide à certaines structures gouvernementales. Ce que la famille semble reprocher à ceux qui l'ont maintenu en détention, c'est qu'on ne lui ait pas permis d'avoir l'assistance nécessaire pour pouvoir... Vous parlez de quelle assistance? Son appareil médical qui a été querellé. Cela avait été voté en touche, cela avait été voté en touche, cette affaire d'appareil. Que ça n'existe pas. Avec des éléments. Non. Monsieur Anissé lui-même étant enceinte avait reconnu que l'appareil respiratoire qui était même mis à sa disposition était meilleur que pour celui qui avait été oublié dans la voiture. Ah bon? Oui. Vous êtes journaliste d'investigation. Ah, faites-moi confiance. Mais je dis, pour revenir sur la chose, c'est que je crois qu'il y avait des possibilités de faire différemment. Je ne sais pas ce que M. Anissé Ekane faisait dans une formation hospitalière au sein de la gendarmerie. Il aurait pu être mis à disposition de l'hôpital général ou des hôpitaux de référence que nous avons au Cameroun. Et je pense qu'il n'était pas le plus grand criminel de ce pays. Or, il y a des gens qui ont eu j'étais avec la fortune publique qui bénéficient des soins dans les hôpitaux de ce pays et qui ne s'envolent pas. Moi, je crois que le problème, et ce que la famille dénonce, c'est qu'on n'ait pas donné l'occasion à Anissé Ekane et à sa famille de faire tout le nécessaire possible pour pouvoir lui permettre de s'en sortir. C'est ce que je dis. Maintenant, on ne sait pas justifier la mort, mais nous disons simplement que c'est un cas qui démontre qu'il faudrait à certains moments sortir des approches strictement politiciennes et de rancœurs politiques pour trouver des solutions de pardon et puis des solutions d'évolution. Il n'avait rien à faire là, on le savait, il n'avait rien à faire là, je répète encore. C'est tout ce que je dis. Maintenant, les raisons de sa mort... Comment ça, il n'avait rien à faire là? Il n'avait rien à faire dans... Vous êtes Pourquoi il avait été interpellé? Mais Anissé Ekane avait quel âge? Que dit le code de procédure? Donc, lorsque vous avez 100 ans, vous pouvez égorger quelqu'un et vous ne vous interpellez pas. C'est pas ce que je dis. Mais vous, puisque vous évoquez son âge. Il avait cet âge-là, oui. Et on sait que généralement ces personnes peuvent avoir des aménagements de peine, c'est prévu. Vous savez pourquoi il était poursuivi? Ensuite, quand on voit un monsieur comme ça, dont le gouvernement connaît l'état de santé depuis au moins 2020, on sait que c'est quelqu'un qui vit en permanence sous assistance respiratoire, on aurait pu trouver des aménagements qui permettaient qu'on le garde dans une formation hospitalière. Et je vous dis, bon nombre de Camerounais qui ne sont pas les moins reprochables pour bénéficier de ces aménagements-là. Est-ce que faut-il toujours être d'accord avec le gouvernement pour qu'on puisse vous permettre d'avoir un suivi médical sérieux? Non, moi je pense que un opposant ou quelqu'un qui est contre le régime n'est pas un ennemi de la nation, et quand il est malade, comme Anissé Ekane était malade, il aurait pu être suivi différemment. C'est tout ce que je dis. Je vous suggère de garder le microphone, parce que ici nous sommes méthodiques. Nous sommes méthodiques, c'est ça qui nous caractérise. Pourquoi Anissé Ekane avait été interpellé? Vous savez, il a été interpellé pour des faits de, je ne sais pas, on a parlé de beaucoup de choses, mais il n'a pas été jugé. Vous refusez de répondre. Oui, je ne réponds pas. Alors que c'est que vous savez pertinemment pourquoi elle avait été interpellée. Non, pas forcément. Débat clos. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk,
Anissé Kane avait donc été interpellé dans le cadre des violences post-électorales. Il était poursuivi pour un certain nombre de chefs d'accusation. Par la suite, il est mort en détention du côté du CED. L'affaire a fait grand bruit. Au jour d'aujourd'hui, les résultats de l'autopsie ont été rendus publics. Il est décédé de mort naturelle. Votre réaction? Parfait. Tout ce que je peux dire au sujet de cette mort et de l'autopsie relative à cette mort, c'est que tel on fait son lit, tel on se couche. Vous voyez que depuis l'histoire de son arrestation, nous sommes dans la controverse. Sa détention, nous sommes restés dans la controverse. Et finalement, on pense qu'on a une belle sortie et on est toujours dans la controverse. Les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. C'est là où nous en sommes. Maintenant, on a dit qu'il y a absence, je cite, de lésions traumatiques, comme pour dire qu'ils insistent sur le fait qu'il n'a pas été maltraité, qu'il n'a pas été torturé. Tout à fait. Voilà. Donc, mais maintenant, il faut se poser une question au sujet de la collégialité ayant mené l'autopsie. Ça aurait été de bon la loi que ce soit les professionnels de la famille soient associés. Parce que quand ça fait, parce que j'ai l'impression, pour ma part, que c'est ça qui est en train d'alimenter la controverse en ce moment. Le fait qu'il y a eu cette espèce d'unilatéralité dans la façon de conduire les travaux d'autopsie. C'est le gouvernement qui a assuré tout. Est-ce qu'on a associé des légistes venant ou alors procurés, proposés par la famille? Bon, j'interpelle ici nos aînés pour qu'ils changent leur façon de faire les choses. Parfois, il y a des problèmes qui peuvent se résoudre le plus facilement possible, mais leur process, leur façon de concevoir, de mener les choses, attise des tensions, crée des frustrations inutiles. Et on se retrouve encore, même en cette situation, à toujours jaser, à toujours être à couteau tiré, même pour une affaire qui devait nous permettre de sortir de crise. Je regrette cela. Merci. Claude, vous avez connu Anissé Kane? Non. Pas non, beaucoup. Pas beaucoup, non. Vous étiez en Suisse, hein? Ce n'était pas évident. Anissé Kane, pour votre information et pour votre culture générale, c'était le président du Manidem. Et c'était un homme politique pratiquement plus de 50 ans dans la lutte pour une bonne démocratie dans notre pays. Et il a donc été interpellé après l'élection présidentielle au Cameroun. On estimait qu'il appelait les gens à la rébellion, appelait les gens aux manifestations violentes, et on faisait également comprendre qu'il a été interpellé parce qu'il détenait un certain nombre d'objets très dangereux. Il n'était pas seul, hein. Il a été interpellé également avec un autre monsieur, je pense Djameni, Jekam Djameni, qui lui, il est toujours en détention. Le professeur Abayono aussi. Le professeur Abayono a été libéré. De toutes les façons, puisque la controverse continue, nous sommes là pour faire notre job. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, arrêt majeur sur cette autopsie rendue publique de Anissé Kane. Est-ce que toute la vérité a été dite? Restez trop attentifs. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. On remet la parole à Alain Douk pour
La dénonciation de ce matin. Parfait, la dénonciation de ce matin nous vient de sieur Yéné Mélingi Jean-Paul. Une histoire, elle m'a bouleversé, je vous l'avoue, vous allez l'apprécier à votre mesure. Toujours est-il que j'ai hésité en réalité. Est-ce que je fais le summum de l'histoire et je la soumets à notre appréciation, ou alors j'utilise ces mots, parce qu'il est quand même très honnête dans la présentation qu'il a faite du problème. Je vais dire sa correspondance. J'espère que ça va trop long. Hein. Non. Tu peux voir le texte. Allons-y. Il est question ici de retourner un passeport qui appartient à M. Yéné Mélingi et qui jusqu'ici n'est pas en possession de la pièce en question. Alors, voilà le contexte, voilà ce qui s'est passé. Alors, il dit, je viens auprès de votre haute bienveillance dénoncer une situation que je vis depuis l'année 2008, après avoir été sélectionné par la loterie américaine pour un voyage avec toute ma famille à destination des États-Unis d'Amérique. J'ai constitué un dossier complet et rempli toutes les formalités requises à la demande de visa. Celle-ci a été validée en date du 17 juin 2008, jour de l'interview par un agent consulaire américain à l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a apposé un cachet, entre parenthèses, visa sur mon passeport. Cependant, un agent consulaire camerounais m'a exigé d'insérer un diplôme élevé, à savoir le baccalauréat, pour pouvoir voyager. À défaut, il ne me remettrait pas mon passeport. Je suis donc allé sous la pression et dans la naïveté, trouver un diplôme falsifié que j'ai inséré au dossier. Arrivé à l'ambassade, j'ai présenté le dossier à l'agent consulaire camerounais qui a immédiatement appelé la police. J'ai été conduit à la cellule de la police judiciaire puis en prison à Kondengui. Après plusieurs démarches, j'ai été relâché. Sorti de prison, je me suis rendu au commissariat de la police judiciaire pour récupérer mes effets, mais grande a été ma surprise de constater que mon passeport avec visa avait disparu. J'ai adressé plusieurs correspondances à l'ambassade des États-Unis par DHL. J'ai justement les accusés de réception de ces correspondances sans aucune réponse. J'ai encore demandé le visa plus de 5 fois sans suite favorable. Pourtant, mon dossier complet se trouve aux États-Unis d'Amérique. Je suis plombier professionnel exerçant dans une société de la place. Après un important investissement, je me sens frustré par ce calvaire. Et j'ai vu comment il a adressé des requêtes à ce qu'ils appellent là-bas l'Office exécutif de contrôle de l'immigration du ministère de la Justice aux États-Unis. Et on lui a répondu. L'ambassade a même réagi aussi après ces requêtes par mail. J'ai un mail ici par exemple, daté du 18 juin, tu peux voir parfait, 18 juin 2023 à 15h35. L'ambassade lui répond. Et on a l'impression qu'il le remet dans le circuit du processus d'immigration. Voilà, du processus d'immigration. Mais pourquoi jusqu'à présent on ne lui restitue pas son passeport? Voilà sa plainte. Il dit, voici sa position parfaite. Il dit, bon, il y a eu beaucoup de péripéties, vous avez vu, j'ai lu le contenu de l'adresse qu'il nous fait. Tout à fait. Il y a des péripéties, d'accord. Si on dit même qu'il ne va plus totalement aux États-Unis, on annule, ben qu'on lui restitue quand même son passeport. C'est ça son problème. Et jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Qui a les choses de votre pays. C'est très compliqué. Ouais, okay. C'est pas aux États-Unis qu'on a récupéré son passeport. Hein? C'est ici. C'est ici. Et ça, ouais. À un moment donné, la malédiction dépasse la mort. Ah non, Victor Yada. Voilà un gars qui avait son passeport, son visa. Il doit voyager. Regarde comment on va piéger le mec. Quelqu'un fait comme s'il veut l'aider. Pour le tuer. Il dit que non. Apporte un diplôme élevé et tu vois comment le gars sort, donc il va fabriquer un faux baccalauréat Bonamous a dit, et lorsqu'il amène le bac on le prend et le voilà en enfer. Votre réaction? Oui, Alain Douk a bien fait lors de la dénonciation de Martelly que le dénonciateur ou alors celui qui a sollicité la rubrique a été honnête. Parce que du moment où lui-même il allait faire du faux. Oui, il a reconnu. Même s'il reconnaît le faux est là. Ouais. Il devient donc difficile d'aider un malot. Parce que là, il nous expose. Il nous montre qu'au Cameroun, on peut facilement avoir un faux bac. Et il dit aux Américains que là, vous voyez là chez nous, même si tu n'as pas le bac, un
petit Tourabona Moussa dit tu sors avec le bac. Donc lui-même c'est un gars qui nous a exposé. Peut-être qu'on a l'habitude de faire nos choses ici entre nous. Mais le voilà qui allait carrément aux États-Unis, il nous a fiché. Ça c'est de Victor. Nous liquider, il nous dit ne vous inquiétez pas. Je peux me lever le matin, un petit Tourabona Moussa dit. Et j'ai le bas. Seulement, il est tombé sur un plus malot que lui. Qui savait qu'il allait tomber dans ce piège. Qu'est-ce que celui-là a fait du visa? Ah, question. C'est la question. Ah oui. C'est ça. Quelles étaient les intentions de celui-là? Donc il est seulement tombé sur un gars qui a grandi malheureusement au village. Parce que quand tu as parfois fait un peu de tour en ville, même pour venir vendre les vivres, tu ne peux pas tomber dans ce genre de piège. On sait très bien que les affaires de voyage là ne sont pas des affaires évidentes. Pas du tout. Beaucoup ont parfois réussi à bifurquer par des voies discornues, se sont retrouvés dans certains pays. Mais pour aller aux États-Unis, par le touchement du faux, je pense que ça ne court pas des rues. C'est pas facile. C'est pas facile. Je n'ai même pas envie de dire impossible, encore que je n'ai jamais essayé cette voie. Donc voilà quelqu'un qui s'est laissé prendre comme un bœuf. Et aujourd'hui, il n'a ses yeux que pour pleurer. Et lui-même il dit qu'après beaucoup de manœuvres, il est sorti de Konongi. Comment il a même fait pour sortir? Ah, on peut comprendre. Donc, lui-même dans tout ce qu'il dit, c'est truffé d'embûches. Ça veut dire que même pour sortir de Konongi, il a encore fait le faux. C'est ce qu'il dit. Donc, je pense que nous devons être assez cultivés. C'est très important. Ceux qui sollicitent cette affaire de loterie, je pense bien qu'on édifie les gens à la base. Parce que lorsque vous allez dans des points, peut-être au cyber, pour aller solliciter cette affaire-là, où on donne souvent 1000 francs, et ainsi de suite, je pense qu'on te dresse quand même un canevas et un protocole. Même en termes de diplôme, je ne sais pas ce que le baccalauréat allait servir à un plombier. Vraiment, rien. Allez savoir si c'était le baccalauréat en plomberie. Peut-être c'est même un bac A que lui il allait mettre là-bas, alors qu'il dit qu'il est plombier. Donc vous voyez qu'il y a tellement d'anicrouches. Donc moi je pense que Très bien. on pleure pour lui. Mais vraiment, il est d'abord le premier fautif de sa cause. Nous pleurons plus lui. Selon Arnaud Victor, il est d'abord le premier fautif de sa cause. Entre-temps, quand même, on a donc fait comment avec le visa de ce bonhomme? Parce que tout était déjà clair. Depuis qu'il est sorti de sa prison, il est retourné au niveau des services pour qu'il récupère au moins son passeport et son visa, même s'il est apérimé. Ça peut même servir aux archives chez lui. Mais ni passeport, ni visa. Voilà donc maintenant son problème, Cyril. Vraiment, c'est une affaire très bizarre. Pour qui a déjà fait une demande de visa, notamment à l'ambassade des États-Unis, le cachet dont il parle là, quelle est la preuve qu'il a eu le visa? Le cachet n'est pas un visa. Quand le préposé, l'agent vous reçoit, il vous écoute, il retient le passeport, mais ça ne veut pas dire que vous avez le visa. Il va transmettre le dossier à un service qui fait le traitement et qui monte le visa, parce que le visa c'est une vignette qu'on colle dans le passeport. Tout à fait. Il dit qu'on a mis un cachet, ce n'est pas un cachet le visa. Donc il y a déjà un premier problème. Comment il fait lors de la première interview pour savoir qu'il a eu le visa? Je crois qu'il faut être magicien. Ceux qui ont l'habitude de faire les demandes savent que ce n'est pas comme ça que ça marche. Deuxième observation, il a déjà fait l'entretien, il dit qu'il a déjà eu le visa. Comment il fait pour obtenir un second rendez-vous pour aller insérer un faux diplôme? Alors qu'il a déjà le visa. Il faut être très naïf d'aller à un concours, d'aller à une opération, vous avez réussi. Il a cru que la personne voulait plutôt l'aider. Parce que la personne lui dit ceci: si tu apportes un diplôme élevé, ce sera encore plus facile pour toi du côté des États-Unis. Lui, il a cru que c'était de l'aide. Je viens, parce que même cela, les intervenants, c'est quelque chose d'assez rare. Les gens qui bossent à l'ambassade des États-Unis sont assez bien payés pour ne pas prendre certains risques. Pas de cette manière, parce que c'est le licenciement immédiat. Troisième observation, parce qu'il faut bien regarder ça. Il dit qu'il a fait, à la suite de ce refus, il a fait 5 demandes de visa par la suite. Il a un premier passeport. Or, quelle est la procédure d'obtention des passeports au Cameroun? C'est que si vous demandez un nouveau passeport, vous devez justifier de l'ancien passeport. Soit vous le ramenez, ou vous déclarez qu'il a été perdu. Or, ça veut donc dire que le passeport qui a disparu dans l'ambassade des États-Unis, comment il a fait pour avoir le second passeport? Il a donc dit que c'était perdu certainement. Et donc ce passeport en question est donc annulé dans la machine. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, il ne peut plus exister. Or, s'il a déposé un document auprès d'une institution, l'ambassade c'est une institution,
il attaque l'ambassade en restitution de son passeport parce que l'ambassade n'a pas le droit, au-delà du délai imparti, de retenir son passeport. Tout à fait. Donc moi je pense que ce monsieur a peut-être fait beaucoup de démarches, mais comme il a eu, et le compagnie a dit, l'habitude de faire des jonglages, même dans ses démarches de réclamation, il jongle beaucoup. Or, il faudrait que les choses soient simples, qu'ils disent la vérité. Je pense que c'est ce genre de Camerounais qui vont dans des petits cyber au quartier, qui vont entrer dans des petites combines, on leur dit non, donne 200 000, je vais faire le document et machin. Il s'est retrouvé embourbé. Je suis même presque certain que la personne à qui il a remis le passeport en disant qu'il y avait le visa n'est certainement pas un agent de l'ambassade des États-Unis. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc vraiment, je suis navré parce que certainement il a beaucoup dépensé. Je sais ce que ça coûte. Tout à fait. Je suis triste pour lui, mais je crois que son cas doit servir de leçon. L'immigration à tout prix et à tous les prix, vraiment n'est pas recommandé. Et je vous dis, beaucoup de Camerounais perdent beaucoup d'argent dans cette affaire. Et le bout n'est pas toujours ce que l'on croit. Il faut que les gens comprennent que, même si notre pays est dans l'état où on le critique tous les jours, c'est pour ça que nous sommes là, nous devons savoir que 5 millions, 3 millions au Cameroun, avec un peu d'ingéniosité, on peut se débrouiller. Voilà ce que je peux dire sur Merci Cyril Tchamba pour votre regard. On passe donc la parole à Claude, qui a près de 40 ans du côté de la Suisse. Vous voyez comment nous peinons encore pour prendre l'avion. C'est pas facile, en tout cas il est mal en prison, alors qu'il était calmement chez lui, et Dieu seul sait ce qu'il a pu subir même en prison là-bas. Ensuite, il est maintenant à la poursuite de son passeport, et son visa, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que pensez-vous de cette affaire, Claude? Je vais rebondir à ce qu'a dit M. Tchamba, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que tout ce qu'il a dit, j'approuve cela, parce que parce qu'au départ, je pensais que ce monsieur avait déjà eu un visa et que c'était au niveau de l'aéroport. Alors maintenant que vous avez apporté des précisions, effectivement, un passeport, un visa américain, quel que soit le visa, ce n'est pas un cachet. C'est un visa, voilà, le visa n'est pas un cachet. Donc, s'il était encore au niveau de l'ambassade, il ne peut pas prétendre avoir eu un visa. Et quand bien même s'il avait eu un visa, le visa américain n'est pas n'importe quoi, comme tous les visas d'ailleurs, que ce soit en Occident ou en Amérique. Mais Claude Ngekam, est-ce que quelque part quand même, il ne faut pas aussi reconnaître que ce monsieur, il n'est pas aussi fou que ça. Il vous fait comprendre, puisque même quand il est donc sorti de prison, il va réclamer encore son passeport et lui dit que son visa. Entre-temps, il n'y a rien des deux. Est-ce que ça ne vous... on ne peut pas soupçonner que le monsieur, d'abord qu'il a induit en erreur avec cette affaire de baccalauréat, a traficoté par la suite ses visas et on a fait des faux papiers pour quelqu'un d'autre avec le visa qui avait déjà la validité et le nouveau passeport et quelqu'un d'autre a voyagé à sa place. Vous ne voyez pas cette option? C'est fort possible, mais j'ai quand même un doute. Parce que si effectivement il avait un visa, parce qu'aujourd'hui quand même, si c'était il y a 15 ans, j'aurais dit oui, mais aujourd'hui, c'est les empreintes que même quand il part d'ici, arrivé aux États-Unis, il ne peut pas sortir de l'aéroport. C'est impossible qu'il sorte parce qu'il faut on prend les empreintes. Voilà. Avant, oui, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je dirais que c'est possible. Peut-être qu'un gars préférait aller en prison aux États-Unis là-bas. On le renvoie. On va le renvoyer. Et autre observation, en général, la procédure dans les ambassades, c'est le titulaire du passeport qui retire son passeport au résultat. C'est très difficile de retirer pour quelqu'un. Non, au Cameroun, ce n'est pas aussi difficile que ça. Ah bon, vous avez... on retire parfois pour les personnes âgées. Nous sommes dans une logique de faux. Donc c'est des faussaires. C'est-à-dire qu'un monsieur te dit qu'il a déjà un visa et un passeport au nom de, je vais prendre un nom, de Arnaud Tchameni. D'accord? C'est après, c'est là, le visa, le passeport sont prêts, au nom de Arnaud Tchameni. Mais toi, tu t'appelles Victor Abesolo. Oui. D'accord? Mais attends, tu changes simplement les papiers et tu commences à t'appeler Arnaud Tchameni et te voilà qui peut facilement voyager. Ici, c'est grave.
En réalité, il a dit quelque chose, M. Yada. On est en train de naviguer dans une affaire. Vous avez parlé de Bonas. Oui. Mais parfois, ici, vient lui-même de faire un aveu international. Pourquoi? Qu'on peut changer les identités n'importe quoi. Mais attends, c'est ça que tu veux mettre, tu veux parler de religion. Ça se passe, c'est sérieux. Moi, je sais qu'on C'est triste de le dire. le fichier national des cas d'identité est en train d'être solidifié. Cyril Tchamba, à la délégation générale à la sécurité nationale, il y a ce qu'on appelle là-bas TI. Double identité. Ça veut dire double identité. Vous Les parlez de TI quoi? triple. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que pile de dossiers comme ça, double identité, double identité. Double identité, c'est toujours parfois ici qui dit ça. C'est moi que tu veux maintenant exposer. Non. Alors, comme je vous l'ai dit hier, Cyril est parti. Alain de votre commentaire. Parfait. Vous voyez, je suis bouleversé par cette histoire parce que il est naïf. Il est vraiment naïf. Il est un tout petit peu dupe. Mais il y a du crédit quand même quelque part que je lui donne. Parce que j'ai une correspondance ici. Il a écrit à Mr. Head of Federal Agency of the US Department of State. Vous vous rendez compte, via il a porté sa requête jusque là-bas pour fustiger. I have the honor to contact you regarding my situation in which I was victim of visa and passport fraud in 2008 at the United States Consulate General in Yaoundé. Quand même. Tout à fait. Mais elle n'arrive pas jusqu'au département d'État se plaindre s'il n'y a absolument rien. Alors qu'il n'y a rien. C'est la réponse de l'ambassade. J'aimerais qu'on lise la réponse de l'ambassade. Tu veux que il y a beaucoup de papiers sur ma table. Non. Tu as vu cette réponse de l'ambassade en date du 10 juin. Comment dire congratulations? Non, pas fait. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les requêtes ont abouti, voilà. Puisqu'il a fait, il a mis la pression au niveau même des États-Unis, dont là-bas les supérieurs. Voilà. Dear sir, oh madam, congratulations on being selected for the DV. Bon, alors, je veux savoir, il dénonce donc finalement. Je dis ceci, on est. Il dénonce qui? L'ambassade. Je vous ai déjà dit. Non, il dénonce celui qui avait ses documents. C'est qui? Vous avez déjà oublié ce que j'ai dit. C'est qui? J'ai dit ceci. Tout ce qu'il veut. Là où nous sommes en ce moment, c'est qu'on lui restitue son passeport. Ça, même s'il Il a remis son passeport à qui? Mais l'ambassade donc va faire le brainstorming. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui était en charge du dossier en question? Vous venez me poser la question. Un kidam à la porte de l'ambassade à qui il a il n'a pas besoin d'attaquer, ils vont travailler. Non, on nous écoute. Il faut travailler et qu'on identifie celui. Oui, c'est l'ambassade des États-Unis. Oui, c'est l'ambassade, oui. D'accord. Alors, nous allons lire des messages. Hein. C'est quand même une affaire un peu bouleversante. Hein. Bonjour, parfait. Si le visa n'est pas le cachet sur le passeport, c'est donc quoi? C'est Philippe Ambalmayo. Bon, c'est une vignette. Non, on peut lui expliquer s'il veut. Ouais, allez-y, Cyril. En fait, quand vous allez dans une ambassade en général, on vous reçoit ce qu'on appelle l'interview. On vous pose quelques questions, on vérifie la paperasse documentaire. Une fois que vous avez remis, l'agent n'est pas le chef de service des visas en général. Donc, l'agent reçoit le document, vos documents, et soumet à l'étude. Le visa est une forme de vignette, un peu, je ne sais pas comment je peux dire, c'est une vignette qu'on colle dans le passeport. Ça veut dire c'est ce qu'il appelle cachet donc. Non, attendez. Mais le problème, c'est que ça n'est pas fait immédiatement lorsqu'on vous reçoit. Votre dossier est pris, celui qui envoie à l'étude au chef de service des visas, et c'est celui-là qui va donc rentrer dans le logiciel pour qu'on puisse ressortir la vignette qu'on va vous coller dans le passeport. Tout à fait. Donc c'est un processus. Bonjour, directeur. Pour l'histoire du plombier, désolé, très naïf de sa part. Son passeport est bien utilisé par une autre personne qui a dû changer cette histoire. Et utiliser le nom du plombier. Ou encore, il change juste la photo. Tchamba dit que lui ne connaît pas les choses là comme ça au Cameroun. C'est mon wonderful. Et dit que c'est ici qui fait les choses comme ça. Alors, on prend un autre message. Alors, que dit le téléspectateur? Plus de 13 000 débats modérés en télévision, intervalle 2017-2026. Bonjour, grand perfecto. J'espère que tu vas bien, ainsi que toute ta grande famille. Je pense comme ça au petit Atango, à Lina ici, à Julien Nanetois. Ravi de revoir mon frère Etoudi, Arnaud Victor et Yada. À Info TV, tu vois donc, tu l'as vraiment façonné. Nous sommes très contents de le retrouver du côté
que nous connaissons. Avec tout ceci, les autres font encore quoi ailleurs? Bon vent, mon frère. C'est Gaston Arandadine, fils et tout dit, de Motomba, sur Raphaël Ndougou. Ah, merci. Merci pour ce gentil message. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Je suis bousculé là par les contributions. Bonjour, Perfecto, et à ton panel. La dénonciation faite aujourd'hui soulève de nombreuses interrogations, tant sur la forme que sur le fond. Tout d'abord, un agent consulaire ne peut pas délivrer un visa après un simple entretien. Il existe un protocole strict qui implique l'examen d'une commission et des vérifications approfondies. Par ailleurs, ce monsieur ne devrait pas rencontrer des difficultés particulières, étant donné qu'il possède un numéro d'enregistrement et qu'il peut, via la plateforme en ligne, procéder à un réenregistrement pour obtenir un DS 160, ce qui lui permettrait de bénéficier soit d'un laissez-passer, soit d'un duplicata. C'est Dr Fabio Tama, à partir de Paris, qui envoie donc cette contribution. Un autre message. Bonjour à vous, bonjour à tous. Très bonne dénonciation pour sensibiliser nos frères et sœurs pour éviter la facilité par le faux pour perdre naïvement. Ce monsieur est un vilain ombudsman. Content de revoir monsieur Eyada, toujours direct et reconnaissant envers Info TV et Perfecto, le faiseur des stars. En passant, le continent des modérateurs, vos nouvelles chevalières sont chic et Nyanga, c'est l'or ou c'est bien Gérard depuis Kribi. C'est très compliqué, hein, Gérard? C'est très compliqué. Un autre message ce jour. Alors, comme je suis bousculé, je prends deux dernières contributions. Hein. Celui-ci a de la chance. Voici ce qu'il dit. Bonjour, parfait ici, le risotto sardine du micro. Incroyable. Et Yada, tu es trop fort, tu connais trop les habits, mon frère. Chamba a raison, cette histoire est assez saugrenue quand même. Parfait ici, j'ai aperçu sous un soleil ardent, allant à pied ton ami expert. Il donne son nom, je me suis dit, quelle imposture. Ouais, donc comme il a marché à pied d'expert. Faut arrêter ça, c'est dans l'esprit, c'est le savoir. Regarde comment parfait. De toutes les façons, vous êtes en direct sur Info TV, vous faites bien de regarder la télé. Vous savez qu'en Suisse, les étudiants... Thank you. Espace miné. Infortuné. Effecto. Quand l'horloge marque 10 heures précises, le Cameroun se mobilise jusqu'à 11h52. Les regards sont fixés vers les cieux. On converge tous vers Info TV pour apprendre, comprendre et s'élever. Une émission riche en enseignements. Chaque thème débattu marque profondément. Diversité des sujets, profondeur des idées. Chaque débat vient nous éclairer. Ce n'est pas juste un programme télévisé, c'est une école qui nous fait grandir et penser. Et cette voix qui nous berce, avec maestria elle exerce. Calme, précise, inspirée, elle modère avec autorité. Thank you, espace miné, pour la lumière que vous apportez. Thank you, perfecto, ta voix élève le niveau. De 10h à 11h52, on apprend, on comprend mieux. Et à 22h30 encore, le savoir revient plus fort. Thank you, Info TV, pour cette émission qui fait grandir la vie. Parfait à ici et toi, oui c'est lui. Journaliste dynamique, esprit aguerri. Un homme qui n'hésite pas à tendre la main pour accompagner chacun sur le bon chemin. Avec élégance, il pose les questions
toujours avec précision. Perfecto, maître de la modération. Il transforme chaque débat en élévation. Jamais les invités ne sont choisis au hasard. Il y a cohérence, il y a regard entre la thématique et le plateau. Tout est réfléchi, tout est pro. Toujours à ses côtés, fidèle compagnon Alain Douk. Finesse dans l'analyse et la réflexion. Des interventions pertinentes et structurées qui donnent au débat toute sa clarté. Thank you, Espace Miné, pour la sagesse partagée. Thank you, Perfecto, ton talent est un cadeau. De 10h à 11h52, le savoir circule comme un feu. Et à 22h30 le soir, on rallume encore l'espoir. Comment ne pas remercier l'homme au grand cœur, bâtisseur infatigable, porteur d'honneur. Papa Dieudonné Meng, visionnaire engagé, président, directeur, général respecté. Grâce à lui, tout devient possible. Une chaîne forte, solide et crédible. Toujours prêt à aider, toujours à soutenir. Il construit l'avenir sans jamais faiblir. Thank you, Espace Miné, pour chaque vérité révélée. Thank you, Perfecto, ta voix guide nos cerveaux. Thank you, Alain Douk, pour la pertinence à chaque coup. Thank you, Papa Médé, pour la vision qui nous enseigne. Il faut tes vies pour la vie. Le savoir nous unit. De 10h à 11h52 et 22h30 le soir pour la rediffusion. Espace Miné, toujours au rendez-vous du savoir. Thank you. Thank you. Espace Miné. Alors, j'ai failli dire magnifique, bravo. C'est un monsieur, je ne connais pas son nom. Il m'a envoyé cette chanson vers 7h30. Il m'a dit qu'il était enseignant de géographie et d'histoire du côté de la Damawa. Il a pensé qu'il fallait célébrer les gens tant qu'ils sont vivants. Il a dit, j'ai composé un truc pour toi, Perfecto, pour Espace Miné, pour tout ce que tu fais pour la nation. Votre commentaire, Arnaud Victor. Bon, déjà, c'est un ancien qui n'a pas fui. Très bonne chose, un ancien qui n'a pas fui. Et j'ai pensé à un certain moment, peut-être que je me trompe, il y a l'IA qui façonne des textes comme ça avec la mélodie, la voix. Mais pour que l'IA façonne, au départ, il faut le texte. Tout à fait. Donc, le texte est point. il s'est au moins assis. Il a conçu, il a pensé, il a écrit. Et ce qui me touche, c'est qu'il a su passer la main là où tout passe et que tout trépasse. Il a pensé à votre expert consultant Alain Douk, mon ami personnel. Il a pensé au PDG. Monsieur Dieudonné. Il a pensé à vous. Il a pensé au concept. Il est allé jusqu'à penser à l'heure de la rediff. Il a pris du temps. Non, ce gars s'est assis. C'est un enseignant, le véritable enseignant. Et je pense que c'est un exemple à féliciter et il déchaîne beaucoup de passion. Et je pense que ma voisine, tout à l'heure, a dit en off, j'espère qu'il va composer quelque chose pour moi avant mon retour en Suisse. Peut-être que lui, il vient d'ouvrir, n'est-ce pas, une voie vers la Suisse, mais une voie honorable, où il ira au-delà de son talent d'enseignant
excellé dans la chanson. Merci à lui. Merci Arnaud Victor Cyril Tchamba. Notre monteur au niveau de ces clips qui a été fait à la va-vite, hein, parce que le réalisateur Ben Valls a monté cette affaire pratiquement en moins de 45 minutes. Vous-même, vous n'avez pas été oublié. Oui, j'étais surpris de... Bon, je crois que... il faut dire que cette chanson, il transparaît beaucoup de générosité. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, qui offrent de l'argent, on offre des cadeaux. Mais il y a des gens qui vous offrent de la poésie. Tout à fait. Et ils pensent à vous, ils ont envie de vous dire des mots. Et il se dit, je pose ça sur ce qu'on sait faire le mieux. Il sait chanter, il vous a célébré à travers sa chanson. On ne peut que lui dire merci. Vous savez, de nos jours, on ne célèbre les gens que quand ils sont morts. Et encore, pour se partager le poisson frit, les machins, on dit les gens sont même morts en marche. Or, de nos jours, on ne fait que calomnier les vivants. On ne dit que du mal. Et quand quelqu'un a cette générosité au cœur, ça touche et vraiment on l'encourage, on le remercie. Surtout qu'il ne dit pas ce qui est faux. Parfois ici nous ne sommes pas amis, je ne vous prenais pas depuis très longtemps. Mais cette générosité-là, vous la dégagez. Et je ne suis pas habitué de vous faire des compliments, donc je le fais parce que c'est aussi l'occasion. La preuve en est que vous ne m'avez jamais donné une bière. Et d'ailleurs, les gens m'accusent parce qu'on me dit que chaque fois que vous terminez l'émission, vous allez avec parfait. Je pas ici et moi, nous ne sommes jamais assis. On ne s'est jamais assis. Jamais. Vraiment. En tout cas, pas encore. Bon, pas encore. Autant nous travaillons là. Tous les jours presque. Et donc, vraiment, continuer comme ça. Et puis, il y a des témoignages sur le plateau. Il y a d'ailleurs parlé de l'accompagnement professionnel que vous avez abordé. Donc, je crois que ce téléspectateur a eu l'intuition, l'inspiration divine de vous donner ce que peut-être nous, on n'arrive pas à vous donner trop souvent. Merci. C'est-à-dire la reconnaissance et l'amour de votre public. De vos téléspectateurs. Merci. Hein. Alors Claude, on vous a vu tout ému hein, en suivant cette chanson. Votre petit commentaire. Mon commentaire, c'est vraiment j'apprécie cette personne que je ne connais pas qui a composé, qu'elle est composée avec IA ou pas, mais il a quand même... elle a Au moins l'IA ne vous donne pas le texte. Pardon? Au moins l'IA ne vous donne pas le texte. Elle a pris le temps de choisir les mots, de choisir ces textes. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont tellement ingrats qu'ils ne peuvent même pas apprécier un service rendu ou quelque chose. Et là, je trouve que cette personne est vraiment... elle apporte quelque chose où moi, je trouve que en remerciant, parce que c'est vrai que, comme a dit quelqu'un, il faut remercier les gens quand ils sont encore vivants. Tout à fait. Voilà. Et moi, ça m'a vraiment touchée. La chanson, la mélodie, les paroles, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Claude, on s'était vu quelque part? Je ne sais pas, mais votre visage m'est familier. Parce que vous voyez la télé. Lorsque je pose la question, c'est que est-ce que nous sommes déjà vus quelque part? Je pense pas, peut-être à la télé alors. À la télé. Maintenant, est-ce que je vous ai appelé pour cette émission? Non, c'est pas vous, mais pourquoi vous hésitez? Je sais pourquoi je pose ces questions. Et il y a de lui me comprend déjà. Alors je pose toutes ces questions pour dire que je travaille avec une dynamique équipe. Je n'ai pas besoin de vous connaître. On m'a dit qu'il y a une dame qui vit en Suisse, qui fait ci, qui fait ça, et on pense qu'elle peut être au niveau de notre plateau. J'ai dit, ok. La toute première fois que je vous vois, c'est lorsque j'entre ici en studio, vous étiez installé, et 2 minutes plus tard, je lance l'émission. Vrai ou faux? Ouais. La chanson a pensé à mon acolyte. L'expert. C'est pas l'expert qui va chapier. La chanson a pensé à mon acolyte, Alain Douk. Alain Douk. Lido. Oh, Alain Douk, moi j'adore cette chanson déjà. C'est le français. Hein. J'ai frissonné en l'écoutant. Qu'elle vienne de l'IA ou pas. Elle m'a fait frissonner, moi. Tout à fait, tout à fait. Donc, notre enseignant en question, il a beaucoup de talent. Parce que là, même avec l'IA, il faut choisir le genre que tu veux. Il a joué en majeur pour que la joie qu'il éprouve lui-même du fait de cette émission, de cette personnalité qu'il aime et de cette chaîne qu'il apprécie, puisse nous être communiquée. Et on l'a reçu. Vous l'écoutez, c'est-à-dire que c'est le genre de morceau où vous allez le mettre à la maison. Si vous étiez triste, vous allez un tout petit peu revoir de la joie. Donc, il démontre aussi un truc.
l'envolée du capital sympathie de la chaîne, du média, du journaliste présentateur de cette émission phare dans les cœurs des Camerounais. C'est aussi simple que ça. Lui, il a simplement pris l'initiative. C'est sûr que d'autres réagissent de bien d'autres façons pour témoigner de ce capital sympathie. Grand prof. Et justement, on va parler de vous tout à l'heure. Tout à fait. On évitera d'être méchant. On sortit d'ici, hein. Je vais chercher encore à entrer en contact avec lui pour avoir son nom. Tout à fait. Parce qu'il faudrait quand même qu'il donne son nom. Mérite d'être célébré. Il enseigne dans quel établissement là-bas dans la Damawa, ainsi de suite. Parce que j'ai encore aucune de ces informations. Alors, de toutes les façons, merci. Merci pour cette magnifique chanson. Merci pour ceux qui pensent qu'on peut faire la télé autrement. Et nous prenons sans transition la problématique de ce matin dans le cadre de votre mercredi diaspora. Une question est posée sur la table. Pourquoi les enseignants quittent le Cameroun? C'est devenu pratiquement un phénomène. Arnaud, Victor et Yada, les chiffres sont alarmants. Rien que pour l'année 2025, un peu plus de 2000 enseignants sont partis du Cameroun. La majorité pour le Canada. Y a-t-il une explication à ce fléau? On parle exactement de 3442 enseignants qui sont partis du pays, mais quelque part on met entre parenthèses qui continuent à percevoir leur dû. Ça veut dire que dans les 3442 là, il y a une portion qui est partie et qui ne perçoit plus. Donc au-delà des 3442, il faut ajouter un autre quota. Alors, et il faut rappeler, vous l'avez bien dit dans la question, qu'il y a tout dans cette question, c'est quand même du perfecto. Au Canada aujourd'hui, je pense qu'après la France, en termes de capital humain, c'est le Cameroun. À l'époque, les gens allaient ailleurs, naturellement en Occident, se faire former pour venir travailler au Cameroun. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les gens se font former au Cameroun Pour aller travailler ailleurs. Je n'avais pas à être indigné si ceux qui quittaient le Cameroun comme enseignants étaient allés peut-être au Canada pour continuer d'enseigner, estimant que l'enseignant n'est pas la place qu'il faut au Cameroun et que là-bas ça donne. Mais du moment où on quitte le Cameroun, où on est enseignant, payé par l'État, formé par l'État, pour aller cailler du poisson, travailler à la morgue, je ne dénigre pas ça, ce sont nos tontons, nos cousins, nos cousines qui sont là-bas, qu'on sollicite même souvent quand c'est chaud ici, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. À partir de là, il y a un problème. Quitter un endroit où mon pays, où je suis enseignant, je suis devant des étudiants ou des élèves tous les jours, où je suis le roi, le patron, où ils écrivent ce que je dis, pour aller me soumettre aux caprices d'un vieillard sénile et qui parfois même a perdu totalement la boule, il y a un véritable problème. Les enseignants au Cameroun ont beaucoup de revendications. On a eu OTS, on a vu tout ce qui va dans ce sens. Je suis d'avis avec eux. Il y a même le statut particulier de l'enseignant. Mais les revendications des enseignants au Cameroun sont adossées sur les autres corps de métier. Pourquoi, en tant qu'enseignant, vous ne nous considérez peut-être pas comme les policiers? Nous savons par exemple qu'à la police, ou dans l'armée en général, après un certain temps, il y a une évolution en termes de carrière. Tout à fait. Et il y a une évolution en termes d'indices. Naturellement. Et même au niveau de la masse salariale. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui peut parfois justifier que moi, enseignant, passé par l'école normale, après une formation affectée dans un lycée lambda, je passe pratiquement 10 ans comme enseignant, sans avancement au niveau de la carrière, et que plus tard, celui qui a été mon élève en classe de 6e, sort de l'école normale, revient dans le lycée être mon proviseur, mon chef. Que de frustration. Voilà, voilà un cas. Alors, il y a tellement de problèmes dans cette logique. Rappelons-nous qu'à un certain niveau, à une certaine époque, les enseignants, c'était la classe. C'était pas n'importe qui était enseignant. Les enseignants touchaient au minimum 500 000 francs CFA. Lorsqu'on disait aux gens d'aller faire l'ENAM, ils estimaient que l'ENAM était pour des gens qui n'étaient pas... qui n'avaient pas une assise cognitive avérée. Alors là, après les chocs économiques tels que la dévaluation de la crise économique, je vais citer cela, on a pratiquement réduit le salaire en 3. Alors, est-ce que c'est suffisant pour qu'on quitte la craie pour d'autres cieux pour aller faire des travaux qui sont dérisoires, peut-être parce qu'ils payent plus? Je me pose une question. Aujourd'hui, je chute en disant que
nous avons un véritable problème d'éducation civique. Pourtant, nous avons tout un ministère qui a un volet qui concerne l'éducation civique. Lorsqu'on est patriote, je ne suis pas certain qu'on peut tout de suite avoir l'envie de sortir. Peut-être le débat n'est pas au niveau de on est sorti, on continue à percevoir le dû en arrière qui est une triche. Mais je pense que les enseignants sortent parce qu'ils trouvent que c'est mieux ailleurs qu'ici. Et que beaucoup peut être fait pour qu'ils soient encadrés. Et je sors en disant que au même moment qu'un enseignant qui a eu la grâce de passer par une école normale et se retrouver et avoir un salaire à la fin du mois, il y a d'autres enseignants qui abattent un travail parfois le quintuple de ce que cela font dans des établissements privés. Là-bas, c'est la mort. Où un gars à lui seul enseigne dans 5 salles de classe. Il est professeur titulaire. Il compose les sujets, il corrige les copies, il surveille les évaluations, il remplit les bulletins, il remplit les livrets de notes. Il a 50 000 francs par mois avec 80 heures de cours par mois. Lorsque vous regardez parfois la chaussure d'un professeur de mathématiques, avec l'angle de 45 degrés que ça prend, vous comprenez qu'il n'a aucune autorité devant parfois des élèves qui viennent avec des téléphones qui coûtent parfois le million. C'est autant de frustration qui amène tout de suite les enseignants à trouver terreau fertile ailleurs, naturellement, en Occident. Je devrais signaler que dans le CV de Arnaud Victor Eyada, il a également été enseignant de collège et de lycée dans sa vie. D'accord. En face de Arnaud Victor, il y a donc Cyril Tchamba, le nouvel analyste. Il le voyait tourner les doigts là tout à l'heure. Il se disait que je vais prendre la parole tout à l'heure. Vraiment, nous pouvons parler en souriant, Cyril. Est-ce que l'heure n'est pas grave? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte? Est-ce que ce n'est pas le Cameroun qui perd? Vous formez des milliers de cerveaux pour aller maintenant travailler ailleurs. Ben, écoutez, le tableau a été très bien dressé tout depuis le début. On a dit beaucoup de choses. Vous avez parlé de problèmes de la perception que les enseignants peuvent avoir de leur traitement dans l'environnement de la fonction publique camerounaise. Et il faut dire que moi, je suis de l'époque où les coupes ont été faites, les baisses de salaire, c'est-à-dire dans les années 92, 93, quand le FMI a frappé. Nous les avons vus devenir pauvres. Oui. Moi, je me souviens, quand on a fait ces coupes-là, j'étais en classe, pas encore en 3e, peut-être 5e, et l'enseignant du jour au lendemain a commencé à nous demander de quoi compléter son repas à midi. Incroyable. Parce qu'on avait coupé drastiquement. Et c'était des gens, effectivement, qui gagnaient autour de 400 000 et au-dessus. Du jour au lendemain, ils sont retrouvés à 3 fois le moins de salaire. Il fallait les aider. Sauf que c'est une corporation qui a été maltraitée parce qu'on n'a pas bien compris les enjeux. Vous avez parlé d'autres corps. L'armée a un statut spécial. Tout à fait. La police a un statut spécial, avec des salaires qui sont souvent très intéressants et très importants. Il faut le dire, même si ils ont aussi beaucoup de travail, ce n'est pas le but. Mais l'enseignement a été traité de manière générale. D'ailleurs, même les PTT ont un statut spécial, c'est-à-dire les fonctionnaires qui travaillent pour les PTT, dans les postes de télécommunications. Donc, ils n'ont pas ce statut spécial, et donc ils sont retrouvés en droite ligne. Or, c'est la corporation qui a le moins d'avantages en termes de possibilités. Quand vous êtes devant des gamins de 15 ans, tu vas avoir quoi. Donc, on n'a pas vu cette paupérisation de l'enseignant dans notre environnement. Cette paupérisation les a progressivement rendus, même socialement, invisibles, c'est-à-dire minables. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'école normale, aujourd'hui, l'école normale, quand on fait encore ce que Parfait sait nous expliquer les choses des Camerounais, c'est les concours les moins chers, parce qu'on sait que ça donne droit à des voies qui sont des voies de difficulté. Pendant que certains pays... Maintenant, on ne les recrute même plus. On les recrute. Non, je crois qu'il a... On a réajusté. 2026. Mais ça donne à quoi? Mais maintenant, il y en a qui sont sortis depuis là, ils sont au quartier. Mais on a pris la situation en compte. Parce que donc je disais que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, progressivement, étaient paupérisés, ils ont plus de valeur sociale. Puis, je saute un peu, je dis l'affaire du Canada. L'affaire du départ des enseignants. Cela participe aussi du traitement salarial, c'est ce que je traitais là.
Mais il y a même les infrastructures. Quand on vous affecte au lycée ou au collège de Salapumbe, où on a affecté un certain coach, que la route pour... c'est vrai, Salapumbe. Parce que d'ailleurs, la personne qui l'a affecté là-bas semblait vouloir se moquer de lui. Cela veut dire que le gars qui a affecté là-bas est un gars c'est un dernier de la terre. C'est un monsieur qu'on punit. Imaginez ceux qui sont à Mulundu, à Kaikai, etc., etc. Vous êtes dans des régions où vous n'avez pas d'infrastructure. Certains lycées même sont vraiment totalement abandonnés, où les enseignants se retrouvent des fois dans des classes qui n'ont même pas de fenêtres. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas que le traitement, il y a aussi la dignité même dans l'exercice des fonctions. Maintenant, on ajoute la délinquance de nos enfants qui sont maintenant sujets à toutes formes de drogue. Où les enseignants sont même déjà en danger. En danger, battus. On connaît le cas de l'enseignant de mathématiques du lycée d'Onkoli-Bisson, il y a quelques années, tout à fait, qui avait été poignardé par son élève. Tout à fait. Et c'est de plus en plus récurrent, d'autant plus que certains parents le cautionnent. Ouais. Une fois que vous donnez une mauvaise note à l'enfant qui a mal travaillé, le parent vient le premier commencer à vous violenter devant son enfant. Vous voyez que finalement, c'est un environnement qui ne donne pas envie de se lever le matin pour aller enseigner. Pourtant, quand on choisit l'enseignement, c'est un métier de vocation. Il faut aimer un métier noble. Mais comment on peut faire que pour ceux qui forment nos enfants, qui forment nos citoyens de demain, soient autant abandonnés, que ce soit sur le plan salarial, mais aussi infrastructurel. Je ne parle même pas des problèmes de carrière. Donc, ils vont au Canada, pourquoi? Et faire autre chose, pourquoi? Parce que ça, maintenant, je viens sur le cadre général. C'est la perception que nous avons d'être citoyens dans notre propre pays qui nous chasse de ce pays. C'est-à-dire que quelqu'un me disait, je vais vous raconter quelque chose, j'aime bien... Je chuterai par là. Oui, quand je suis à Paris, je reste là, je vois la ville, j'ai souri seul. Les gens me disent, pourquoi tu souris? Je dis, mais parce que pour une fois que je suis dans un pays où quand le feu est rouge, les gens s'arrêtent, celui qui va à droite va à droite, celui qui va à gauche va à gauche. Rien, tout chez nous ne nous donne pas à sourire. C'est-à-dire que vous restez dans ce pays, vous avez envie d'être gardien au Canada, que d'être même... Certains ministres, même si on les arrête pas, ils vont fuir. Vous voyez que même certains directeurs généraux et ministres, pour sortir, ils demandent l'autorisation. Parce que le gouvernement même sait qu'il n'est pas aisé d'être Camerounais au Cameroun. C'est un cri d'alerte. Je ne dis pas ça pour indexer qui que ce soit, mais nous devons reconstruire notre environnement sociologique, et puis remettre les Camerounais dans l'espérance et dans la confiance de leur pays, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. De toutes parts, hein, de toutes parts, ça ne va pas. Alain Douk, c'est vrai qu'à un moment donné, ces 5 ou 6 dernières années, de manière régulière, les enseignants sont entrés en grève. Certaines de leurs revendications ont trouvé solution, pour être également honnêtes. Mais si nous faisons véritablement le tour de manière profonde, est-ce qu'on va dire que l'enseignant est rémunéré à sa véritable valeur au Cameroun? Alors, lorsque nous voyons un peu ce que l'ordre gouvernant fait, on a l'impression que l'ordre gouvernant opte pour des menaces au lieu de traiter le problème à la racine. Et c'est tout à fait ça. Parfait. Il y a toujours une dette enseignante qui jusqu'ici n'est pas épongée. Et tout un cahier de charges pour lequel beaucoup de combats ont été menés par les enseignants. Le gouvernement a donné l'impression d'écouter, mais jusque-là, c'est resté lettre morte. Ça n'aide pas à fidéliser ces gens, ça crée du désamour. Mais toujours est-il que parfait. Quand on est enseignant, il faut aussi qu'on ait le sens de l'engagement et du respect des engagements pris. Parce qu'ils savent pour le moment comment fonctionne l'écosystème. Tu acceptes quand même rentrer dans l'écosystème en question, tu prends... Est-ce qu'elle a le choix? Oui, mais tu n'as pas le choix. Le chômage, le chômage, et tout ça. Bon, il y a un minimum de fidélité quand même qu'il faut respecter. Non? Tu ne viens pas quand même, tu as pris un engagement et puis, à peine on t'a formé, tu fuis déjà. Tu fuis déjà. Tu n'as même pas rendu le service pour lequel on s'est investi sur toi. Ça, c'est un problème. Respectons aussi les engagements. Là, je les blâme à ce niveau-là. Même si c'est dur. Bien, maintenant... Ma position est mitigée. Pourquoi? Parce que justement, ils ne vont pas rester longtemps. Parce que s'ils se font violence 3 ans, 4 ans, 5 ans, après vous allez voir qu'ils sont en train de faire leur valise. Pourquoi? Ils n'ont pas l'impression qu'on les respecte. Vous savez, quand vous pensez le développement d'un pays, toute l'attention doit être focalisée sur le système éducatif. Tout à fait.
Alors, les qui sont les tenants de ce système, les qui le gouvernent, les qui l'encadrent, c'est eux. Donc, si vous ne leur accordez pas toute l'attention possible et tous les privilèges requis pour la fonction qui est la leur, il y aura un problème forcément. Il y aura un problème. Et c'est donc des générations de Camerounais qui vont payer dans le prix de ces frustrations. Et je pense qu'à Victor Yada, il sait de quoi je parle. On comprend aussi pourquoi. Il a dit, Mais il faut dire que les enseignants sont mieux traités au Cameroun que les journalistes. parce que pendant Les que enseignants sont mieux traités au Cameroun que les journalistes. Notre cas, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Pendant que nous y sommes, c'est vrai que la thématique veut qu'on traite de l'enseignant. Mais il y a des gars de l'armée aussi qui fuient pour aller rejoindre Wagner et donner leur vie en libation en Russie, dans des combats qui ne leur regardent ni d'Adam ni d'Ève. Il y a tout ça. Mais puisqu'on parle de la situation enseignante, comment expliquer que à niveau de compétences égales ou niveau diplôme égal, ben, d'autres ailleurs, pendant qu'ils sont à l'école, ils ont des petits avantages, ils ont une petite rémunération et tout. L'enseignant, quand lui sort, il doit aller misérer 2 ans en attente d'un certain rappel qui pourtant a été budgétisé, mais qui n'est pas là au moment où il sort de l'école. On le prend d'ici au centre, du sud, je ne sais pas où. On le voit à l'extrême nord. Il va aller souffrir. On consacre le misérabilisme là-bas. Il perd la face. Une fonction de prestige, mais tu vas perdre la face par faire. Tu manges quoi là-bas? On t'enlève de chez toi, on t'envoie à l'extrême nord. Tu fais comment? Ça aussi, le gouvernement est à blâmer, notamment dans ce cas de figure-là. Il faut repenser l'ingénierie d'administration de ce corps de métier, lui redonner tout son prestige d'antan dont vous avez parlé. C'est ça le problème. Claude, je vous vois quand vous suivez ces pleurs, parce que ce sont les pleurs. Vous qui venez de la Suisse après avoir passé près de 40 ans, vous vous demandez si c'est le scénario d'un film que nous sommes en train d'écrire ou bien c'est la réalité. Je vous confirme donc que c'est la réalité. Et quel est le regard que vous posez sur cette situation dans votre pays, le Cameroun? Que faut-il faire pour résoudre cet épineux problème, pour que nos enseignants ne prennent plus le chemin de la fuite? C'est vrai que je suis très attristée de voir que toute la matière grise du Cameroun se parte. Et qu'est-ce qui va nous rester? Mais en même temps, je peux aussi comprendre que les difficultés qu'il y a dans notre pays font que chacun veut sortir pour voir mieux ailleurs. Donc, je peux aussi comprendre cela. Je prends déjà, moi, quand je suis revenue, enfin, je ne vis pas là, mais je viens 2 fois par année. À chaque fois que je rentre chez moi, je suis presque morte. C'est-à-dire que mon dernier séjour, mon mari m'a même dit, tu ne repars plus. Je dis, je peux pourquoi pas, parce que je suis rentrée dans un sale état. J'ai tellement pris de coups, j'ai tellement pris de... il faut dire que le pays n'est pas facile à vivre. Cela signifie que nous sommes des gens extraordinaires. Non, je pense que peut-être que vous aviez pris l'habitude. Moi, je n'ai plus eu ces habitudes. Donc tu ne peux plus t'habituer au Cameroun? Non. C'est difficile. Oh là là. C'est difficile. Je peux vraiment vous dire c'est pas difficile. Et si nous sommes dans l'adversité, tu m'insultes, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Je pense que vous avez... Tous les matins qui se lèvent, tu dis, maintenant je dois donner un coup où, et moi aussi je vais recevoir où. Je pense que vous avez peut-être votre manière, une technique. Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si vous faites 10 ans encore là, vous allez comprendre. Oui, honnêtement, c'est pour ça que j'ai parlé de les Camerounais sont malheureux chez eux au Cameroun. Parce qu'en réalité, ça ne produit pas ce qu'on attend. Ça produit plutôt des gens très malheureux. Parce que tout le monde n'est pas un warrior. Vous savez, le Cameroun, nous sommes remplis de quartiers où les gens ont baissé la garde. Vous croyez que les gens qui meublent les gargotes, là, les bars partout, après, à partir de 7 h du matin, c'est des Camerounais qui ont baissé les bras. On parle de ceux qui parlent. Mais regardez ceux qui ont renoncé ici au pays, qui ne font plus rien. Ils sont là. Je peux vous dire que si vous faites un tour dans certaines zones, vous voyez que la moitié des habitants en réalité ne font plus rien. Et moi je pense aussi qu'il y a le volet, on a enlevé aux parents, à l'enseignant, il y avait un côté mystique
dans l'enseignant. On l'a J'ai envie de dire un côté démystifié spirituel. L'enseignant était plus capé comme un petit dieu. spirituellement, intellectuellement et matériellement. C'est-à-dire même dimanche, quand vous croisiez votre enseignant au marché, vous vous cachez. Mais on a enlevé beaucoup de choses là. Je n'encourage pas la violence avec le fouet, mais on a enlevé beaucoup de choses à l'enseignant aujourd'hui. Je vous assure, c'est le surveillant général qui a peur de son élève. Puisque lorsque vous êtes dans un lycée, par exemple, on vient, on dépose un enfant dans un véhicule dont je vais éviter de V8 ici, il entre avec un téléphone. On a vu ça dans un lycée, ici chez nous. Un téléphone d'1 million. Un téléphone d'1 million. Et le surveillant surprend l'enfant avec le téléphone. Il découvre que l'enfant est en train de montrer à ses camarades des ébats sexuels des parents de l'enfant en question. C'est-à-dire, les parents étaient en train de s'amuser, l'enfant a filmé, il partage à ses camarades. Le surveillant confisque le téléphone. On a eu cette histoire. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est le parent qui revient avec des gros bras pour menacer l'enseignant. Donc, lorsqu'on enlève donc ce côté mystique à l'enseignant, il reste pratiquement une épave. Vaudrait mieux aller laver quelques assiettes de l'autre côté. Merci. Hein. On va, pardon, on va lire ces nombreuses contributions. Bonjour, Perfecto. Je vais épouser Claude Ngekam, la panéliste. Je suis sérieux. Et Marie? Non, Claude est mariée hein, depuis 40 ans. Et elle a dit que son mari l'aime à mourir. En tout cas, c'est le Cameroun. Vous voyez donc, c'est le Cameroun. Vous voyez donc les choses du Cameroun, non? Bienvenue. Et tu as dit ici à mon frère que tu es marié avec un monsieur de 40 ans. Mais ça n'empêche qu'un autre Cameroun va t'épouser. Ça, c'est le Cameroun. En Suisse, un blanc papa te dit ça. C'est vrai, non? Voilà. Ça, c'est le Cameroun. Et il faut supporter ça. Hein? Il dit qu'il est sérieux. Ça, c'est du sérieux, ça. Alors, un autre message ce matin. Mes civilités... à vous, estimés aînés, à votre riche et impressionnant panel, sans oublier les hommes et femmes de l'ombre qui rendent cette émission possible, sur la question de savoir pourquoi les enseignants fuient le pays. Plusieurs réalités difficiles peuvent expliquer cette fuite. 1. La précarité financière, salaire jugé insuffisant face au coût de la vie, retards administratifs, lenteur dans les intégrations ou les avancements. Beaucoup d'enseignants peinent à assurer dignement leurs responsabilités familiales. 2. Le manque de valorisation sociale. Pour aller vite, je vais contracter. 3. Les opportunités à l'étranger. Alors, il conclut simplement en disant revaloriser le métier d'enseignant, améliorer les conditions de travail, garantir une gestion administrative plus efficace et redonner à l'école sa place stratégique dans le développement national sont des pistes incontournables. Je souligne que c'est un enseignant qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les panélistes. Les enseignants abattent un travail très remarquable et ont une place capitale dans l'éducation de nos enfants, mais curieusement, comme le chasseur et le chien aide l'homme à rattraper le gibier et en retour, il reçoit un coup en remerciement pour dire que la gestion des citoyens dans notre pays reste un problème. Et il n'y a pas que les enseignants. J'ai vu un ancien militaire fouillé dans la poubelle d'Isakam. Ancien, il a dit. C'est compliqué, hein? Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur, la fuite des enseignants camerounais. Pourquoi ils partent salaire dérisoire, 80 000 à 150 000 francs CFA par mois, quand au Canada ou au Gabon, on leur propose 5 à 10 fois plus. Conditions de travail indignes, classe de 100 élèves, matériel manquant, programme obsolète, précarité et des milliers de vacataires sans... Alors, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Hein? Précarité, des milliers de vacataires sans perspective d'intégration, manque de reconnaissance, considérés comme des fonctionnaires ordinaires, rarement valorisés, souvent humiliés. C'est que le Cameroun perd une génération de talents, les meilleurs partent, les moins qualifiés restent. Un investissement perdu, des années de formation qui profitent à d'autres pays, la qualité de l'éducation, moins de bons professeurs égale élèves moins bien formés, un message désastreux, on dit à la jeunesse que l'éducation ne paye pas. L'essentiel en une phrase, un pays qui laisse fuir ses enseignants est un pays qui prépare un sous-développement. Il faut revaloriser le métier ou accepter de former les enfants des autres. C'est Timmy, un gars Steve, Daniel Freddy. Je suppose que Timmy, tu dois être enseignant.
Un autre message ce jour, hein. Quelqu'un me dit ici, je suis Marcel Fouda, enseignant retraité. Le départ des enseignants fait peut-être plus mal parce que les petits Camerounais, le Cameroun de demain, sont à l'abandon. Mais sachez que les enseignants ne sont pas les seuls à partir. Les médecins partent, les ingénieurs partent, même les auditeurs de justice partent. Là, d'attendre le Conseil supérieur de la magistrature et partent. Donc le Cameroun a mal à des ressources humaines, surtout du côté des corps sociaux et techniques. La saignée est grave. Un jour, nous n'aurons ni enseignants, ni médecins, ni ingénieurs. Les remèdes sont pourtant connus. Arnaud Victor et Yada, pour toi, les remèdes, c'est quoi? Je pense que les téléspectateurs ont tout dit. Il faut redonner au métier d'enseignant toutes ces lettres de noblesse. Parce que je pense que lorsqu'on parle d'enseignant, on parle de vocari, qui veut dire quand même appeler. À l'époque, on avait beaucoup plus d'enseignants qui allaient dans ce corps de métier par vocation, par amour du métier. Aujourd'hui, c'est une sorte de clientélisme, c'est-à-dire on y va pour chercher un statut, un capital qui va nous permettre tout de suite de nous évader de l'autre côté. Mais comment faire pour redonner donc, n'est-ce pas, à l'enseignant toutes ces lettres de noblesse? Il faudrait partie déjà même de la formation. Moi, je pense que c'est vrai, je ne vais pas entrer dans l'économie du Cameroun tout de suite pour donner, n'est-ce pas, les contingences de celle-ci, mais il faudrait quand même qu'il y ait une certaine égalité. Ali nous le disait, il y a une école à côté du lac qui forme l'élite, et cette école est séparée par un mur mitoyen avec une autre école qui forme les enseignants. Mais regardez simplement la différence lorsque les deux se retrouvent pour aller à la pause. Celui qui sort du lac, de l'école, toutes les écoles sont à côté du lac. Celui qui sort de la gauche, lorsque vous montez là, a un joli costume, une belle cravate. Parfois on impose même, on dit lundi, tu vas porter une cravate qui a telle couleur. Alors, il n'a que le bac, il est entré là-bas avec le bac. L'autre est entré de l'autre côté avec la licence. Quand les deux partent à la pause, regardez seulement les chaussures des deux. Pour regarder le collet de l'autre, pour comprendre que celui qui est entré avec le bac là est passé par les mailles de celui qui n'a pas pu laver sa chemise depuis des mois. Donc, et je vous ai dit d'entame que le problème, c'est parce que c'est une inégalité par rapport aux autres corps. Il faudrait que si on donne la bourse à partir de l'admission à l'entrée à l'école, à tel, il faudrait également que l'enseignant se sente, l'enseignant ait également sa bourse. S'il y a même pas une bourse, on peut le laisser. Mais au niveau du profil de carrière, je vous ai pris quand même un exemple assez sérieux. Parce que lorsque vous êtes à 3 ans de la retraite, vous avez 57 ans, si vous allez à la retraite à 60 ans, vous avez enseigné un enfant qui vient être votre chef. Ce n'est même pas un problème, on va dire que c'est discrétionnaire, je suis d'accord. Mais il faudrait au moins qu'au niveau de l'indice, que votre ancien élève ne vienne pas vous narguer. Moi, j'ai eu ce cas. Vous narguer. J'ai eu ce cas au lycée de la Cité Verte. Il y avait le professeur de français en classe terminale. Un monsieur brillant, hein. Il avait justement dans les 57 ans, donc il lui restait peut-être 2 ou 3 ans pour aller à la retraite. Et on a nommé un nouveau proviseur au lycée La Cité Verte à l'époque, je parle des choses il y a peut-être 25 ans. Le nouveau proviseur avait été son élève. Et notre enseignant de français était toujours enseignant. Il n'était pas surveillant général. Il était toujours enseignant à la craie. Et son élève, qu'il avait enseigné en 6e, était son proviseur. Voilà. Et il lui donnait les instructions. Vous voyez, donc c'est autant de choses. Je vais quand même sortir. Il y a même un côté que nous négligeons. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que sur cette table, on ne parle que des enseignants du secondaire. Allez regarder même la souche à la maternelle. Là, même alors, c'est la vous mort. Trouvez une jeune femme, parfois mariée. Elle a déjà fait 2 jours sans manger. Mais papi arrive à l'école. Dans le sac, il n'y a même pas le cahier. Le pain est saucissonné avec le jambon, avec la mayonnaise, il y a un pot de yaourt, le jus. Il a encore 500 et les bonbons. La maîtresse doit garder papi. Vous voyez qu'au lieu que c'est l'enfant qui pleure, c'est la maîtresse qui pleure. Et c'est l'enfant qui console parfois la maîtresse. Donc, c'est autant de choses. Il faut revoir cet aspect. Allez voir les salaires qu'on donne aux maîtresses. Parfois, on exige à la maîtresse de danser. Même si elle ne sait pas danser, elle doit danser, elle doit ramper. Mais allez regarder le traitement à la fin du mois. Voilà le 8 mars. Dans une école, on prend un pain de sia, on divise en 4 pour partager aux maîtresses. Je vous assure, le mal est criard. Il faut sortir de là et redonner à l'enseignant ses lettres de noblesse. Le volet éducation civique doit être employé pour que les Camerounais se ressentent fiers d'être Camerounais.
Merci Arnaud Victor, vraiment clin d'œil à toutes ces enseignantes de la maternelle. Cyril Tchamba, le mal est profond. Est-ce qu'il faut garder espoir? Ben écoutez, parfait, ici c'est une thématique qui me touche particulièrement. Je suis fils d'enseignant et surtout propriétaire d'écoles primaires et maternelles. Ah d'accord. Par héritage, c'est une que j'ai. J'espère que vous traitez au moins bien vos enseignants. Je vais vous raconter. Parce qu'ils vous écoutent. Hein. Moi, je dis des choses claires. Quand on se lance dans ce type d'entreprise, on a à l'esprit les grandes écoles qu'on connaît, VOC et tout ça, on se dit qu'on va s'enrichir. Mais je vous dis que rentrer dans cette industrie, j'ai découvert un monde de misère. Mais les misères, elles sont partagées. Les parents, nous avons des écoles de quartier. Des quartiers comme Mimboman, j'ai une école, je salue les anciens du cours scolaire de Samaritain, que ma mère a géré depuis 25 ans. Mais vous tombez dans un quartier où la scolarité ne peut être difficile à être payée, vous êtes derrière les parents. Vous-même, le promoteur, vous avez du mal à trouver de l'argent pour payer les enseignants. Donc c'est un monde de misère dans des quartiers parce que peut-être ça c'est quand même des exceptions. Hein. Non, je vous donne le pouls de ce métier. À côté de votre école où vous semblez pleurer là, moi j'ai d'autres écoles, d'autres collèges où le promoteur... Non, vous avez parlé de collège, j'ai parlé des écoles primaires. Ah d'accord. C'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas les grandes structures, il y a les petites structures là où les gens payent 50 000. Mais même pour pouvoir payer cela, c'est compliqué. Parce que les gens aussi ont des problèmes chez eux. Je disais cela pour dire ceci, pour dire que vous savez, moi j'ai tendance à souvent élever un peu pour dire que la solution, elle est peut-être globale. Parce qu'on va régler un problème dans un secteur, mais les autres Camerounais aussi galèrent. Le problème, c'est que nous avons besoin d'une thérapie générale dans ce pays. Quand vous parlez de la violence sociale, parce qu'en réalité, ce dont vous vivez, vous venez d'une société suisse apaisée pour entrer dans un environnement où la violence est permanente. Vous êtes même dans la voiture, quand quelqu'un vous regarde, il vous insulte pour rien. Non, vous montez dans un taxi, vous dites bonjour au voisin, quelqu'un te répond, il y a un problème. Voilà. Moi, j'ai dit bonjour. Violence, elle est généralisée. Elle se définit par un système de rapine où vous avez des responsables parce que dans certains, il y a quand même des moyens. Je vais vous dire que le problème du Cameroun n'est pas qu'on soit pauvre. C'est que des gens sont tellement méchants que quand on leur donne des budgets, ils les gardent pour eux. Aujourd'hui, vous avez dans les administrations, même le papier, on vous dit, prenez votre papier, allez photocopier, dehors vous venez, alors que le responsable a un carton pour l'approvisionnement en matériel qu'on dit didactique. Les lycées, les collèges, il y a des moyens, mais il faut être proviseur ou être dans l'administration pour pouvoir en toucher quelque chose. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire on souffre parce que on est mal gouverné, mais parce que nous-mêmes, nous sommes des petits bandits, des méchants à chacun de nos niveaux. Je dis, les services ont quand même des moyens, parce que si vous demandez à Madame la ministre, elle dira qu'il y a de l'argent. Donc je voulais finir en disant ceci. En tant que promoteur d'école primaire, il y a ce qu'on appelle le secrétariat d'éducation à l'enseignement privé laïque, qu'on appelle le CEDUC. Il y a des subventions qui sont données chaque année pour soutenir les écoles, donc des écoles privées, qui permettent que l'État subventionne. Mais ces montants-là sont de combien véritablement? Qu'est-ce qui est décaissé? Qu'est-ce qui arrive dans les poches des promoteurs? D'ailleurs, certains n'en touchent même pas. Cette fois-ci, on nous dit que c'est tous les 2 ans. Ensuite, les promoteurs prennent cet argent-là et ne font pas le travail qui est fait, c'est-à-dire de redistribuer une partie aux enseignants. Donc, vous voyez que c'est une chaîne de malhonnêteté, une chaîne d'irresponsabilité qui crée les problèmes. Et ce sont les Camerounais les plus pauvres, dans les couches sociales les plus défavorisées, qui en souffrent le plus. Il faut qu'on en prenne conscience aussi. Alain Douk, est-ce que nous devons arriver à la déduction selon laquelle, tant que rien ne sera fait, on continuera à partir? Ça, c'est un fait. Hein. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Parfait, il y a un autre aspect d'analyse de ce problème. Vous savez, tout ça, c'est aussi les répercussions de l'attardement économique du pays. Parce que les anciens sont parmi les principaux souffres-douleurs de ces problèmes économiques. Ils doivent aller le plus loin possible dans les confins du pays pour apporter l'éducation. Quand le développement n'a pas atteint la périphérie, eux, ils doivent s'y rendre et ils vont souffrir le martyre. Si vous devez aller, des petits anciens là, du primaire, de la maternelle, qui doivent aller dans des localités où il n'y a même pas une voie d'accès, à proprement parler, où on doit entrer avec une moto par terre, où il n'y a pas d'eau potable, mais eux, il y a une école qui a été créée, parfois simplement comme ça, dans une ligne, sans qu'il y ait même des bâtiments. Au courant que tu as fait 2-3 semaines sans y aller,
On fait des rapports, possiblement. On dit donc, il y a tout ça. Finalement, il y a des zones pour arriver de ce côté. C'est terrible, parfait. Ça devient un véritable calvaire. Et vous n'allez pas demander à de tels gens, le jour où une opportunité se présente. Quand dans notre sociologie, on sait que lorsque vous avez déjà une relative position, il y a toujours un certain nombre de bouches qui dépendent de vous. Le jour où il y a une opportunité, non, le gars va prendre la peau d'escampette, il va s'en aller. Parce qu'il va penser à ces gens qui dépendent de lui. Et justement, autant mieux laver, être morgué, je sais pas moi, où tout est plonger là-bas et ramener énormément de devises, d'euros qui va ramener de l'autre côté. Et la famille est contente. L'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur. Donc du coup, si les problèmes de la famille sont réglés, on s'en fout. Et chacun développe donc sa petite technique de survivance, mais c'est la vision globale du développement du pays qui prend un coup. Et si on continue sur cette lancée, ça ne va pas le faire parfait. Pour la simple raison que mais attendez, un téléspectateur a dit on va aller où un pays où finalement la saignée se fait à tous les niveaux. Et ceux qui restent ne le font pas avec amour. Ils ont l'esprit ailleurs, ils ne sont pas concentrés. Ils ne le font pas avec abnégation. Ça veut dire que la qualité même des enseignements va régresser. On va avoir des petits crétins qui, génération après génération, seront sécrétés, seront produits. Et finalement, quelle est notre perspective ? À quoi va ressembler le pays dans quelques années? C'est très grave, il faut qu'on se ressaisisse. Et c'est l'ensemble du logiciel, tu le disais tout à l'heure Cyril, du Cameroun qui doit être réinitialisé à tous les niveaux. Avec une trame de justice sociale. Arrêtez ça. C'est juste où tel il a l'ENAM parce qu'il a l'ENAM. Il veut quoi parce qu'il a l'ENAM. Et quand on sait encore comment ça se passe pour entrer là-bas. Non, il faut qu'on soit un peu objectif. La justice sociale, ça manque. Le traitement équitable de tous. Si vous voulez donner des privilèges aux gens, donnez-le à tout le monde. Que les Camerounais commencent à se sentir bien d'être chez eux. Et vous allez voir comment les choses vont changer. Alors, quand on a un pays à plusieurs vitesses, parfait, lui c'est le grand journaliste, il a droit à ceci, il a droit à cela. Toi tu es journaliste, tu n'as pas droit à ce que parfait. Donc ça crée des frustrations. Et là, ça joue même sur la cohésion sociale. Ça joue donc sur la cohésion sociale et ça devient très inquiétant. Alors Claude, dans quelques secondes, nous allons nous séparer. Vous avez quelques conseils à donner au gouvernement de la République? Bon, conseil non, bon, surtout au gouvernement, mais ce que je pourrais dire, c'est d'essayer que le Cameroun, que les Camerounais aient une vie à peu près décente, hein, parce que à force de sortir, c'est vrai que je disais tantôt, quand les gens partent, ils pensent qu'en Europe c'est facile. Aujourd'hui, ce n'est plus facile non plus, même en Europe. J'ai dit, il y a 2 jours, je disais à une dame, j'ai dit, en Suisse, le seul pays aujourd'hui en Europe qui tient encore debout, c'est la Suisse. Il n'y a que la Suisse qui tient encore debout. Parce que la France, l'Italie, tout, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Plus rien. Et je leur ai dit, comme disait monsieur, les gens vont faire la morguier. Il n'y a même plus ce boulot-là. Même les Blancs cherchent ce boulot de morguier. Ils ont pas en France. En France, en Italie. Et les Françaises viennent en voiture en Suisse. Les Blanches, pour faire le ménage en Suisse. Elles garent leur voiture à la frontière, elles viennent, elles prennent le tram pour aller faire le ménage. 2 heures là, 2 heures de l'autre côté. C'est les Blanches, ce n'est pas les Africains. Pour dire que même en Europe, ce n'est plus facile que... C'est peut-être le Canada aussi maintenant, comme tout le monde fout le camp au Canada, qui tient encore. Mais sinon, que même aux États-Unis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Merci, donc, merci. Voilà. Ce n'est donc pas facile. Avant de mettre un terme à cette production, nous serons de tout cœur avec ce valeureux Gabonais qui a perdu sa vie. Et c'est donc un communiqué qui nous vient du Conseil général des ECAN, fin du Gabon, suite au décès survenu le 11 février dernier de Emmanuel Ondo Motogo, économiste reconnu, ancien député, ancien
sénateur, ancien ministre du Plan, ancien ministre de l'Agriculture, ancien vice-premier ministre, ancien président du Conseil national de la communication, ancien conseiller politique du président de la République et président du Collège des sages du Conseil général des écans du Gabon. Monsieur Jean-François Ntoutoumé Emané, ancien censeur de la BEAC, ancien maire de Libreville, ancien premier ministre, président du Conseil général des écans du Gabon. Les dignitaires et tous les membres du Conseil général des écans du Gabon adressent donc à la famille éplorée l'expression fraternelle de leurs condoléances les plus attristées et l'assurent de leur soutien multiforme durant cette très douloureuse épreuve. Nous sommes donc de tout cœur avec ce Conseil général des écans du Gabon et que la terre de nos ancêtres, la terre d'Emmanuel Ondo Motogo, puisse tout simplement être reconnaissante à l'endroit de ce valeureux Gabonais, de ce valeureux Africain, un ami du Cameroun qui a donc perdu la vie. Que son âme repose en paix. Lorsque nous avons dit cela, nous disons merci à Arnaud Victor qui est revenu nous dire bonjour par ici. Infiniment merci. Merci à Claude, digne camerounaise vivant du côté de la Suisse. Merci à Lino. Merci à Cyril Tchamba. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Demain, ce sera Jeudi Spiritualité. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?